Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi. Doom Plant, Case Me viennent de lancer leur collection d'hiver. C'est plus de 40 nouveaux designs disponibles qui vont vous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Allez voir ça, honnêtement, ils sont vraiment hot. Puis ça permet de rafraîchir votre cellulaire, de faire un petit changement. En plus de ça, on a un code promo pour vous autres qui est le SF15 pour 15% de rabais sur toutes les commandes chez Case Me. Sautez là-dessus. Cette semaine, Dom. Cette semaine, on reçoit le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, qui est venu nous parler de qu'est-ce que ça mange un hiver, un ministre des Finances, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi ce job-là, puis comment on se rend là. En fait, aussi, on a fait son parcours de sa vie, de son enfance à ses études, à son travail. Sa passion pour le sport. Sa passion pour le sport, sa passion pour les chiffres, sa passion pour les maths. C'est toujours intéressant, en fait, c'est même important, je pense, de savoir comment notre argent est géré, parce que c'est notre argent à nous tous. Puis c'est ce gars-là, dans le fond, qui gère notre argent. Puis fait qu'on a démystifié plein d'affaires, en fait, de la dette du Québec. Qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça sert? Puis pourquoi qu'on a une dette? Justement, où est-ce qu'on investit cet argent-là? Où est-ce qu'on la met? Comment on peut mieux gérer tout ça? Comment qu'on peut avancer en tant que société dans le futur? C'était vraiment super intéressant de parler de plein d'enjeux de société. Je pourrais pas faire la liste en ce moment, mais c'était un beau tour d'horizon. Ouais, tout à fait. Puis c'est tout le temps le fun de rencontrer les personnes derrière les politiciens, tu sais. Puis là, je pense que ça a été une super belle rencontre et qu'on espère que vous allez aimer. Juste avant de vous laisser écouter ça, on va les remercier, nos commanditaires. Yeah. Le podcast de cette semaine est présenté par la compagnie Soja & Co, qui sont une compagnie qui font des bougies et des produits de bien-être. Moi, vous le savez, j'ai 3 sœurs qui sont plus vieilles que moi. Et bien, mes 3 sœurs connaissaient déjà la compagnie Soja & Co avant qu'ils commanditent le podcast, en fait. Puis, avec notre code promo, ils se sont procurés d'autres produits, ils sont bien contentes. Moi, depuis que j'ai découvert ces bougies-là, je prends des bains avec les bougies de Soja & Co. Ils ont des odeurs absolument incroyables. Avec les fêtes qui s'en viennent, ils ont des odeurs festives, de sapin, de pain d'épices, ce genre de choses-là. Jingle bells, jingle all the way. Pour se mettre dans l'esprit des fêtes, il n'y a rien de mieux que de parfumer son appart. Ils ont des diffuseurs, ici au studio. Dans le studio, on a un diffuseur Soja & Co. Ça sent. Chaque fois que le monde rentre, ils disent « ça sent bien bon ici ». Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? C'est une compagnie, excuse-moi, québécoise, fondée par des femmes ici. Puis parle-moi de leur bougie un peu. La cire est 100% naturelle. Les produits sont véganes, sans cruauté animale, donc pas testés sur les animaux. Ici, c'est important au studio SF. Chaque commande, on plante un arbre. Il y a plus déjà de 10 000 arbres qui ont été plantés. Et je vous rappelle aussi qu'ils sont maintenant pignons sur rue. Depuis le 1er septembre, il y a une boutique dans le quartier 1030 qui est ouverte. Donc, vous pouvez aller humer les différentes odeurs avec votre propre nez sur place. Et il y a un code promo. C'est Sans Filtre 20 pour 20% de rabais sur votre commande. Alors, allez sur leur site sojaco.ca. Vous ne serez pas déçus. That's it. Merci beaucoup. Oh yeah! Le podcast d'aujourd'hui est commandité par Polysleep, qui font des matelas, qui font des oreillers, qui font des choses pour mieux dormir. Puis là, le temps des fêtes arrive et ça va se vendre comme des petits pains chauds. Donc, attendez pas de la rupture de stock pour changer votre matelas, pour dire adieu aux douleurs musculaires, pour dire adieu aux allergies, pour dire bonjour à une meilleure qualité de sommeil qui est vraiment primordiale. Tout à fait. Avec leur mousse antimicrobienne, moi, je sais que je suis un adepte de la mousse antimicrobienne parce que je suis allergique aux acariens. Mes nuits de sommeil, depuis que je dors sur les matelas Polysleep, ont décuplé. Honnêtement, décuplé, c'est peut-être beaucoup dire, ça veut dire 10 fois plus, là, mais se sont grandement améliorés. On a, grâce à cette commandite, en fait, on vous donne un accès privilégié au Black Friday d'avance sur tout le monde, fait que vous risquez aucune rupture de stock pour avoir un 25% de rabais. C'est absolument incroyable. Donc, du 16 au 25 novembre, on a un code promo pour vous qui est le 25 filtre 25. Pour 25% de rabais, honnêtement, c'est le quart du prix que vous coupez. Fait que sautez là-dessus, n'attendez pas, matelas, oreiller et autres accessoires pour le sommeil. Merci Polysleep d'être un partenaire en continu du Sans Fil Podcast. Bonne nuit.
Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Tu sais, le ton change complètement. Ça va bien? Très bien. Ouais. 5h30 levé ce matin. La journée ressemble à quoi aujourd'hui pour toi? En fait, 5 heures le lever. Ah. OK, le coucher à 10 heures, lever à 5 heures. Bureau 6h30, 7 heures. Fini vers 6 heures. J'essaie de faire une heure et demie de sport quelque part là-dedans. Dans la journée? Ben, à tous les 2 jours, je fais du sport. OK. C'est essentiel, ça fait partie de l'équilibre. Puis après ça, souvent, je retravaille 1h30 du soir. Ah ouais, hein? Fait que les journées sont longues. Les journées sont longues, c'est peu dire quand même. Là. Ouais. Quel sport tu pratiques? Tennis, Ah ouais? course, hockey extérieur. Tu sais, j'ai déjà joué là, je joue pas au softball présentement. Ouais. Je peux jouer au golf, mais je suis les saisons. Fait que 6 mois de tennis, course, hockey extérieur, janvier, février. La saison est pas longue à Montréal. Ouais. Hockey extérieur, course, tennis. C'est vrai qu'à Montréal, c'est vraiment pas long parce que je me rappelle à Québec, moi, je jouais au hockey extérieur tellement longtemps. Puis là, quand je suis venu à Montréal, j'ai comme amené en plein milieu du mois de janvier, il pleut, puis là, c'est... Moi, je dirais, là, on va parler environnement, Ouais. que moi, j'ai 55 ans. Ouais. En 40 ans, on a perdu à peu près 33% de notre saison de hockey extérieur à Montréal. Ah ouais, hein? Avant, on jouait, quand j'étais à McGill, en 86, là, on jouait du 15 décembre au 15 mars. Là, c'est rendu qu'on joue du 1er janvier au 28 février au hockey extérieur. On a perdu 1 mois sur 3 en 40 ans. Ouais, c'est du stock pareil, ça. C'est du stock pareil, puis on y reviendra quand on va parler possiblement d'innovation tantôt, là, mais... L'image est forte quand même de pouvoir calculer c'est ça en semaine. en notre sport national. Là, on a Ouais. perdu 33% de notre sport national Ouais. extérieur par année. C'est quand même Ouais. quelque chose. Hein? Ouais, puis après ça, Ben, c'est pour ça que maintenant, il y a des glaces artificielles. Là. ouais. À Montréal, pour avoir une belle saison de hockey extérieur, ça prend une glace artificielle. Ouais. Mais C'est du stock pareil. Puis tu nous disais avant qu'on commence que toi, t'es Sainte-Foy born and raised. Là. ouais. Puis le hockey faisait partie de ta vie à ce moment-là déjà? Ou, Ben, moi, dans ma jeunesse, là, on faisait 2 sports. On jouait au baseball l'été, Mhm. puis on jouait au hockey l'hiver. Puis si tu étais bon au hockey, tu jouais aussi l'été. Mais c'était avant, tu sais, les cours de power skating, Ouais. les cours de défenseurs. Moi, je faisais un camp de hockey, ça s'appelait la Ligue de hockey estivale de Sainte-Foy. Là. On jouait des games pendant 6 Tu semaines. faisais juste jouer des Tu avais games. une pratique là, par semaine. Là. Ouais, Puis à part ça, tu jouais des games. ouais. Puis c'est là qu'il est arrivé quelque chose de spécial dans ma vie, c'est que j'étais dans la même équipe que Patrick Roy Ah ouais. et son frère à l'école de hockey. Ouais. Puis Patrick était 1 an plus vieux que moi, puis il était vraiment bon. Il venait de gauler comme Pee-Wee 2A, Ouais. puis moi, je venais de gauler Mosquito A. Fait que Ah ouais, ok. l'écart entre Mosquito A et Pee-Wee 2A, là, puis lui, il a bien fait de continuer au hockey, puis moi, j'ai bien fait de devenir économiste. J'aurais pas eu une longue carrière. Le frère de Pat, apparemment, qui était à cet âge-là meilleur que Patrick. Là. Mais moi, j'ai joué avec lui, Ouais. Bantam Intercité au baseball. C'était Ouais. tout un joueur de baseball. Ah ouais. Il était Ah ouais, vraiment bon, là. Comment il s'appelait son frère? Stéphane. Ouais. Ah ouais. Ouais. Après ça, il y a eu une couple d'affaires qui a fait que sa carrière a déraillé, mais quand même. Il a joué un peu pour les North Stars, Ouais. puis ça a été Ouais. moyen, mais Ouais. il reste que c'était tout un athlète. Ouais. Moi, je veux savoir comment est-ce que on devient ministre de l'économie, des finances. Des finances. C'est quoi le parcours? Parce que là, t'es à Sainte-Foy, joue au hockey. Qu'est-ce qui t'intéresse quand t'es jeune, quand t'es âge pee-wee, Ok. début 15 ans peut-être, 14-15 ans? D'abord, les politiques publiques ou l'économie, ça m'a toujours intéressé. Mon père t'a abonné au devoir. Mais à l'école, là, j'étais bon en maths. Puis là, j'avais entendu dire, j'étais au Cégep Sainte-Foy, j'avais entendu dire que un actuaire,
ça gagnait pas mal d'argent. Oh! OK? Puis moi, j'étais au cégep Sainte-Foy. Puis tu sais, il y a les cours de maths qui sont durs en sciences. C'est calcul 1, calcul 2, là, ou maths 101, maths 102, je sais pas trop. Moi, j'avais quand même fait calcul 3. Là. J'avais poussé. Ça veut dire que je faisais pas juste une intégrale, je faisais des doubles, des triples. Fait que je m'en vais en actuariat. T'es faisais parce que t'avais poussé ça parce que ça t'intéressait et t'étais bon? J'étais bon. J'aimais les maths. Fait que là, je m'en vais en actuariat. Deuxième jour, il y a un monsieur qui arrive avec un sarrau blanc, le directeur du département. Il explique que ça fait un actuaire. Fait que là, je m'en vais chez nous, je pars à pleurer. Je dis à ma mère, je me suis trompé de programme. C'était pas ça le projet. C'est pas vrai, je vais calculer des primes d'assurance toute ma vie. Ouais. Ça tient pas debout. Fait que là, je me suis mis à réfléchir, qu'est-ce que je veux faire? Puis pendant 1 an, je travaillais à patinoire, j'ai gardé une couple de cours en actuariat, pas trop de succès. Puis là, j'ai découvert un programme, ça s'appelait... puis McGill, ils l'ont l'affaire, le marketing. Tu sais, à Laval, ils appelaient ça économie B. Ça voulait dire économie avec des maths. À McGill, ça s'appelait Joint Honors Economics and Finance. C'est le meilleur marketing qu'économie B. C'est plus prestigieux. fait que je m'en vais, je fais ça. Puis là, c'était dur. Là. Moi, j'arrivais de Sainte-Foy. Le seul anglais que j'avais... Vous devez comprendre, là, je suis né en 66 à Sept-Îles. J'ai 20 ans. En 1986, je rentre à McGill. Puis le seul anglais que j'avais, c'est que les Red Sox jouaient à Québec sur un poste de Burlington. WPTZ Burlington. J'écoutais les Red Sox en anglais. Ça, c'est le seul contact. J'apprenais mon anglais. Ouais. OK, fait que là, je rentre à McGill. 100% anglophone. Ouais. Mon premier cours, je m'en rappellerai toujours. Le gars, il s'appelait Barry Ma. Puis son anglais était pas meilleur que le mien. OK. On se comprenait pas, je comprenais rien. Là, je me préparais à pleurer encore pour voir ma mère. Mais là, il se met à écrire des équations au tableau. Ah, ça, OK, je comprends. là, je Ça, c'est un comprends. langage que je OK, comprends. c'était parce que c'était un cours de statistique avancée. OK, là, je comprends tout. Là. Fait qu'on- Nous, on va se parler en chiffres. Là. Ouais. Fait que là, j'ai fait 3 ans à McGill. Puis j'ai économie-finance. Fait que j'ai poussé, j'aimais les deux. Là, après mon bac, il fallait que je travaille. Puis là, j'ai été embauché par les Bronfman puis les Reichman. Ça s'appelait Trizec Corp pour faire du développement immobilier. Mais moi, l'immobilier... C'est ça, c'était pas quelque chose qui était dans Non, ta... bâtir des tours à bureau, tout ça. Fait que j'ai travaillé là 2 ans. Puis là, je suis allé les voir. J'ai dit, écoutez, moi, je vais faire une maîtrise en économie à l'UQAM. Puis j'aimerais ça rester ici 2 jours par semaine. Là, ils ont dit, on te revient. Là, ils m'ont dit, hey, on va te payer... Non seulement tu vas travailler 2 jours, mais on va t'en payer 3. OK. Parce qu'on croit à l'éducation. Fait que là, j'ai fait ma maîtrise. Qui traitait sur quoi? Sur le rôle de la politique fiscale dans les cycles économiques. OK. Puis là, je suis allé travailler à la Banque du Canada à Ottawa, 1 an. Puis pendant cette année-là, la Banque du Canada, c'est fantastique. Là. C'est un milieu professionnel, mais semi-académique. Je me levais à 10 h le matin, j'allais prendre des cours de maths à l'Université d'Ottawa, je revenais travailler. Puis là, cette année-là, j'ai décidé que j'allais faire un doctorat en économie, mais mon rêve, c'était de travailler en finance. Fait qu'après 1 an, j'ai été accepté pour travailler sur le parquet de la bourse, ou pas le parquet de la bourse, mais le trading floor de la Banque nationale. Et je suis resté là 24 ans à la Banque nationale. Puis les 7 dernières années, j'étais le trésorier. Le trésorier, tu es responsable de la gestion du capital, des liquidités de l'institution. Tu es dans le cerveau financier de la banque, mais tu n'as pas affaire avec les clients. Il y a un mur de Chine entre les deux. J'ai travaillé là 24 ans. J'ai aimé ça. Fait que moi, j'étais un économiste spécialiste des marchés financiers. Ou, on pourrait dire, un trader, c'est-à-dire que au début, j'étais mainteneur de marché. Tu montes le cours acheteur, le cours vendeur sur différents marchés. Puis toujours avec mes bases mathématiques puis économiques. Parce que ce que j'ai appris à McGill, à mon premier cours, pas de statistiques, de microéconomie, là, c'est à maximiser sous contrainte. Et c'est ça, parce que c'est ça qu'on fait. Puis ça, là, ça marche là, dans vos relations de couple, travail. C'est maximiser sous contrainte. Mettons qu'on veut illustrer ça avec un exemple clair. Ben, mettons que tu as 1 milliard. Comme nous qui Mettons que tu as 1 milliard. OK, pour les artistes. Ouais, mettons que tu as $1 milliard. Ouais. Ça, c'est ta contrainte budgétaire. Ouais.
Puis là, tu veux faire un projet de transport en commun, tu veux augmenter les soins à domicile, tu aimerais réduire le fardeau fiscal, mais là, il faut que tu choisisses la meilleure combinaison de ces trois choses-là qui va maximiser le bienfait pour la société en respectant le coût d'1 milliard. Fait que maximiser... Avec la contrainte. Comment on peut faire le j'attends. plus avec le... Avec ce qu'on des a? ressources limitées. Ouais, Ouais. OK. Ouais. Puis est-ce que le trading, c'était aussi quelque chose que tu faisais de ton côté ou c'était vraiment juste quelque chose qui restait dans ton travail à la Banque du Canada? Dans le sens que tu t'achetais des actions? Est-ce que tu faisais ce genre de choses-là personnellement? Ou? OK. Juste une petite clarification. Là. La Banque du Canada, c'est la Banque centrale du Canada. Puis la Banque nationale du Canada, c'est une des 6 grandes banques canadiennes. OK? Fait que le trading, c'est à la Banque nationale, mais j'ai travaillé pour la Banque centrale un an. Fait que jamais je transigeais personnellement parce que je transigeais tellement des gros montants pour la banque que c'était là-dessus que toute ma concentration devait être. Et là, le trading, c'est l'application des probabilités à des événements. OK? Là, mon équipe m'a dit, Éric, il ne faut pas que tu parles d'équation là, quand tu vas aller. Non, mais là. pour l'instant, ça va OK, très bien. c'est bon, OK. C'est bon, là, OK. Mais Samedi, on ne tue plus, on va te demander, explique-nous ça comme si on avait 5 ans. OK. Je suis Non, pas rendu là mais encore. mon équipe m'a averti, là, mais c'est que, mettons, le chiffre, les statistiques sur l'emploi canadien vont sortir à 8h30, une fois par mois. Le chiffre le plus important, de tout, le chiffre qui influence le plus les marchés financiers au monde, c'est les statistiques mensuelles sur l'emploi aux États-Unis. Une fois par mois. C'est vendredi cette semaine. On va avoir le chiffre canadien la même journée. OK? Fait que mettons que les économistes anticipent qu'il va se créer 600 000 emplois aux États-Unis au mois de septembre. Fait que là, les marchés, ils anticipent 600 000. Ça, c'est comme la valeur espérée, la moyenne de ce que le monde pense qu'il va s'être créé d'emplois en septembre 2001. Fait que là, toi, tu peux penser qu'il s'en est créé 700 000, 800 000, 900 000 ou 200 000, 100 000. Fait que là, dépendamment de ce que tu penses, tu dis, il y a 60 % de chances que le chiffre soit plus élevé, puis 40 % de chances que le chiffre soit plus bas. Donc, tu vas te positionner pour que si le chiffre sort plus fort, avec 60 % de probabilité, tu vas faire de l'argent. Mais si le chiffre est plus bas, là, tu vas en perdre. Fait que là, avant le chiffre, là, moi, toute la semaine, là, j'ai analysé le marché de l'emploi, j'ai mis mes probabilités, tout ça. Puis là, 5 minutes avant le chiffre, là, moi, là, je suis la personne la plus anxieuse de performance. Là, je suis dans le parc, là, puis je fais des tours dans le parc, puis j'essaie de ralentir ma respiration. Là, je m'assois, le chiffre sort. Là, si tu as raison, ça marche. Là, tu fais de l'argent. Puis si tu as tort, tu en perds. Puis ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu t'assures qu'avec 60 % de probabilité, tu fasses, par exemple, pour la banque, 2 millions, puis 40 % de probabilité, tu perdes 1 million. Il faut que tu ailles structurer tes risques d'une façon non linéaire pour que tes gains soient non seulement plus probables que tes pertes, mais qu'ils soient plus élevés. Fait que c'est ça la job d'un trader. C'est de faire le guess le plus éduqué possible sur l'emploi aux États-Unis. C'est de faire tes devoirs, d'être préparé, de te positionner. Puis ce qui est le plus dur, c'est quand tu as raison, mais le marché ne réagit pas comme tu pensais. Fait que le chiffre est plus fort, mais il ne se passe pas ce que tu avais prévu. Puis j'imagine qu'au fil du temps, tu sais, il y a des patterns qui reviennent, il y a des choses qui te permettent de mieux évaluer ça, de mieux comprendre. Il y a des patterns, vous avez raison. Comme on appelle ça les séries chronologiques, c'est les données dans le temps sont autocorrélées. Ça veut dire que, par exemple, si l'inflation du mois de septembre est plus élevée, la probabilité que octobre soit plus élevé est forte. Parce que les chiffres ont tendance il y a des tendances, ça a tendance à suivre. Puis il y a d'autres séries chronologiques, d'autres variables, que c'est autocorrecteur. Un chiffre élevé est suivi d'un chiffre faible. Fait que là, faut que tu apprennes à internaliser ça pour savoir, est-ce que ça, c'est une variable qui est autocorrélée ou c'est une variable qui est retour vers la moyenne? Ou, tu vois, les statistiques ont des personnalités, c'est ça que je suis en train de vous dire. On sent l'amour des chiffres, en tout cas. Oui, vraiment. Puis, qu'est-ce qui explique le saut en politique à partir de là?
OK, ben j'ai toujours voulu faire ça. Mhm. Je pense, en secondaire 4, j'écoutais le discours du budget. Là. Le monde trouvait ça un peu bizarre. En secondaire 4. Je pense que j'ai même Combien déjà... de gens en secondaire 4 écoutaient le discours du budget? Je pense que j'ai même déjà manqué des cours. Là. Nous, on appelait ça loafé. Je ne sais pas c'est quoi. Ouais, C'est encore bon, ça ça? existe J'ai encore. déjà manqué des cours pour écouter un discours du budget. J'ai déjà manqué des cours pour regarder une game de hockey aussi. Mais, Deux intérêts pareils. Fait que j'ai toujours voulu faire ça. Et puis, en 2015, j'ai essayé, j'ai perdu, puis la banque m'avait donné un congé civique. Alors, je suis retourné, j'ai travaillé jusqu'en 2018, toujours en me disant, j'aimerais ça le faire, sauf que la prochaine fois, j'aimerais ça gagner, parce que c'est le fun de participer, mais c'est encore mieux de gagner, tu sais. Fait que là, en 2018, Monsieur le Premier ministre, M. Legault, il cherchait un ministre des Finances, puis je pense qu'il considérait diverses personnes, puis on s'est rencontrés 3-4 fois. Puis on partageait la même passion, l'économie, l'éducation. Je me rappelle, je suis allé chez eux, j'avais une petite feuille, puis ça disait l'économie, l'éducation. Il y a une grande feuille blanche, 9 par 14, écrite 2 tirets. C'est quoi tes idées? Économie, éducation. Je vous la résume, là, c'est pas mal ça. Puis l'éducation, ça se résume, on veut plus d'accès, on veut que plus de gens y aient accès, puis on veut plus de diplômés. Fait qu'on s'entendait là-dessus, puis il m'a fait confiance, puis ça fait 3 ans, puis on travaille bien ensemble, puis j'apprécie, puis je suis content. Je suis vraiment fier de le faire. Puis, tu sais, j'imagine que, justement, c'était tout le temps un peu en arrière de la tête, ce soit en politique-là. Tu sais, il y a quelque chose qui... Servir, mettons, le bien commun, c'est quelque chose qui était là. C'est du service public. Puis est-ce qu'à la banque, c'était quelque chose qui manquait? Est-ce qu'il y avait un petit quelque chose que tu dis, j'aimerais ça faire plus ou servir plus, ou tu avais quand même ce sentiment-là? D'abord, il faut dire que la banque, OK, elle a son siège social à Montréal, puis elle a 18-19 000 employés, fait qu'elle a une contribution à l'économie québécoise, puis il y a juste une grande banque au Québec, les autres sont à Toronto. Fait que ça, d'avoir un siège social, un centre de décision au Québec, c'est une contribution à la société. Mais c'est sûr que c'est un peu Robin des Bois. Là. Tu fais beaucoup d'argent, fait que ça te permet de faire des dons. Puis bon, j'étais à Sainte-Justine, puis j'ai aidé Centraide, puis tout ça. Mais là, je travaille 7 jours par semaine depuis 3 ans pour le service public. C'est mieux là, comme contribution que trésorerie. Puis est-ce que ça c'est plus gratifiant pour toi ou est-ce que... Ben, je te dirais que je le fais au bon moment de ma carrière. Mes enfants sont plus vieux parce que c'est difficile d'avoir des enfants en politique. Et des journées comme la journée que tu énumérais en arrivant. Mes enfants ont 21 faut que ta fille vienne sur le podcast pour te voir, sinon elle va jamais. Ils aiment beaucoup votre podcast. Fait qu'ils ont moins besoin de moi. C'est la première chose parce que moi, mes enfants, j'aimais ça aller au hockey, puis j'ai coaché au hockey, j'ai coaché au baseball. Puis j'ai l'éducation, j'ai une maîtrise en économie, mais j'ai l'expérience. J'ai travaillé 1 an en Banque centrale, 24 ans, j'ai géré la trésorerie de la banque, j'ai vu des enjeux de gouvernance, j'ai survécu la crise asiatique, le 11 septembre 2001, la grande récession. Fait que j'ai des cicatrices, j'ai de l'expérience. Fait que j'ai l'éducation, j'ai l'expérience, fait que je suis prêt. Puis si je l'avais fait avant, j'aurais été moins prêt. Puis parlant de crise, là, tant qu'à avoir rentré dans ce thème-là, tu deviens ministre des Finances, puis pas longtemps après, il y a une crise, qui est la pandémie, la crise sanitaire. Quoi? T'es pas en train de parler de ça? J'imagine que ça a bousé un peu les plans ou les aspirations. Tu savais, quand tu déposes ton premier budget, puis tu dis, moi, je vois ça pour le Québec. Ça, rapidement, ça s'effondre un peu quand même. Bien, je dirais, d'abord, la crise, là, quand il y a une crise, c'est vraiment important d'être concentré. Ouais. Okay? La crise est dure pour tout le monde. Ouais. D'abord, c'est extrêmement difficile en santé. Mais moi, je ne suis pas dans la cellule de crise santé. Ça, c'est le premier ministre, puis la ministre, puis Mme McCann, puis Mme Blais, puis M. Carman, puis M. Arruda. Nous, on est dans la cellule de crise économique.
moi avec d'autres, le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, M. Dubé à ce moment-là était au Trésor, M. Boulay. Puis là, l'important durant la crise, c'est d'être concentré, puis d'être calme, parce que tout le monde est énervé. OK, j'ai 2 téléphones, les 2 sonnent en même temps. Il y a des gens qui me demandent des choses. On peut-tu avoir 70 millions pour demain? Là, Ben oui, mais ça, c'est justement une des questions que je voulais te poser. C'est la pression doit venir de partout dans des affaires comme ça, parce que c'est vous qui décidez en bout de ligne. Je te donne temps un peu, là, quand même. Oui, mais de là, l'avantage d'avoir vécu d'autres crises. Parce que c'est là que tu te rends compte d'une couple de choses. C'est que, premièrement, il faut que tu sois calme quand tout le monde est énervé. Le moment où il faut que tu sois le plus calme, c'est quand tout le monde est énervé. Ensuite, tout le monde dit que tu n'as pas de temps, qu'il faut décider ça là. Mais si tu donnes un peu de temps, comme si tu me demandes 70 millions demain, la réponse c'est non. Si tu es capable d'attendre jusqu'à lundi, on va analyser le dossier, on va essayer de t'aider. Puis peut-être qu'on va te donner 78, peut-être qu'on va te donner 65, on va te le donner différemment, mais on va s'assurer que ce qu'on fait à court terme est cohérent avec ce qu'on veut faire à long terme. Puis à long terme, on veut une société plus instruite, puis on veut une société plus riche parce que ça nous donne des moyens pour lutter contre les changements climatiques, santé, éducation. Fait que ce qu'on fait dans l'urgence, il faut garder un œil sur le long terme. Oui, je comprends, mais c'est un équilibre qui est dur à trouver quand même, parce qu'il y en a une urgence. Puis... Mais c'est pour ça que si tu prends, mettons que tu as une décision à prendre en 24 heures, puis si tu prends 3 jours pour la prendre, mais tu t'es donné 3 fois plus de temps que tu avais. Ouais. Fait que là, moi, j'essayais de ralentir un peu. Tout le monde est dans l'urgence, puis il y a urgence. Ouais. Puis c'est un peu différent pour la santé, parce que la santé, c'était comme moyen limité, on a des problèmes. Tu sais, s'ils me demandent 70 millions pour des masques, on le donne, 70 millions, là, c'est sûr. Mais même là, puis à ce moment-là, j'étais avec mon collègue Christian Dubé, qui maintenant est ministre de la Santé. Même là, on prenait le temps de bien analyser la demande, puis être sûr que ce qu'on dépensait était... parce qu'on a des ressources limitées. Ouais, c'est ça. Fait que de maximiser, c'est ça. C'est comme un énorme casse-tête, là, dans le fond. Là. À essayer de faire, d'utiliser toutes les ressources limitées. Comme tu disais tout à l'heure, dans le fond, là, mais dans une situation de crise comme ça, on dirait que ça apparaît vraiment plus clair. Bien, toi, tu dis un casse-tête. Moi, j'ai l'image, là, tu sais, quand il y a des pointillés, il faut que tu traces les lignes. Là, un dessin numéro. Pas un dessin numéro. Comment t'appelles ça? Traçage de numéro, je sais pas. En anglais, ils disent « connect the dots ». Mais un dessin à numéro, ben, c'est ça, il faut que tu fasses les liens. Ouais. Puis là, tu vois l'ensemble après avoir fait les liens. OK. Mais tu sais, justement, la gestion de l'argent dans une crise comme ça, inévitablement, il y a des questions éthiques, voire philosophiques à se poser de c'est quoi l'échelle de priorité aussi, tu sais, de où est-ce qu'on investit cet argent-là. Puis, tu sais, je me souviens au début, tu sais, quand le premier confinement est arrivé, il y avait quand même débat, tu sais, puis il y avait la position de il faut absolument confiner le plus, tu sais, pour sauver les vies. Puis, tu avais aussi un discours de ben non, il faut que l'économie continue parce que ça va avoir des répercussions, ça va créer des dommages collatéraux, tout ça. Puis, en bout de ligne, tout le monde a raison à leur manière, selon leur échelle de priorité, finalement. Comment qu'on... Justement, vous, votre job, c'est de créer un Québec qui est prospère, que l'économie va bien. Mais après ça aussi, il y a cette urgence-là. Comment qu'on la prend, la décision? Bien, d'abord, la priorité, c'est la santé. Okay? Parce qu'il n'y a pas de croissance économique s'il n'y a pas la sécurité sanitaire. Fait que déjà, en partant, là, ça, c'était clair, on a compris ça. Le premier ministre a agi vite. Des fois, les mesures de confinement, la cellule économique, on l'apprenait après que la décision était prise parce qu'il fallait aller vite. Parce qu'on sait que le nombre de cas que tu vois aujourd'hui, c'est l'état de l'épidémie il y a 3 semaines. Oui, c'est ça. OK? Ouais. Fait que, donc, si tu penses qu'avec ce que tu vois, il faut que tu confines, ça veut dire là, que
il est temps d'agir. Il est trop tard, là. Ensuite, moi... C'est comme quand ton urine est jaune. Là. Ça veut dire qu'il est trop tard. Là. T'es déjà déshydraté. T'es déjà déshydraté. Belle image. L'autre chose que moi, je disais souvent, le monde disait, c'est urgent, tu peux-tu nous aider? Puis là, moi, je disais, est-ce qu'ils ont perdu leur entreprise? Ou est-ce qu'ils vont perdre leur entreprise? Puis est-ce qu'ils ont perdu leur emploi? Parce que si tu me dis, là, ça va pas bien, mes ventes ont baissé de 38 là, ben écoute, tu vas attendre un peu, là, parce qu'eux autres, là, c'est 100 la baisse. Là. Mm-hmm. Puis, fait que si... Ça, c'était un test que je faisais, là. Je reçois des appels. Y a-tu quelqu'un qui a perdu sa job? Puis, y a-tu quelqu'un qui a perdu son entreprise ou qui va la perdre? Fait que déjà, là, ça, c'est urgent. Ensuite, mes ventes sont en baisse de 22 écoute, on est confinés, là. Mm-hmm. Tu sais, ce qu'on a compris après, parce qu'au début, là, l'économie s'est arrêtée. Mm-hmm. Puis là, moi, je suis chez nous, puis là, je regarde les secteurs économiques, puis là, je calcule, OK, lui est fermé, lui pas fermé, lui est fermé. Puis là, je me dis, OK, je pense que 40 de l'économie est fermée. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que 40 de l'économie était fermée, mais pas à 100 Mm. Okay, ouais. 40% était réduite. Ouais. Fait que là, finalement, c'est 23 de l'économie qui était fermée à 100%. Arrêté. Ben, 40 de l'économie était fermée à 66 Fait que 23 de l'économie était fermée. Mm-hmm. OK? Ouais. Ce qui est déjà un chiffre complètement différent que 40 Puis là, moi, je pensais que ça allait coûter comme 15 milliards. On avait fait 15 milliards de déficit. On était à l'équilibre budgétaire. La pandémie arrive. Il y a une pandémie, il y a une récession mondiale, la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, les milliards sortent. Puis là, il va y avoir des défis de finances publiques. Puis là, je pensais que ça allait nous coûter comme 15 milliards la première année. Fait que ça, là, on a dit, on va dire ça aux Québécois. Mm-hmm. Ça fait à peu près 6 semaines que la pandémie a commencé. On sort, on fait une entrevue, moins 40 moins 15 milliards. Puis là, on a raffiné nos calculs, puis là, on sait maintenant que c'était 23 puis que le 15, c'était 10, puis on a... mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est sorti, le gouvernement du Québec, le ministère des Finances, le ministère des Finances fédéral, puis la Banque du Canada, ils ne voulaient pas le dire. Ils ne voulaient pas dire combien ça allait coûter, puis combien ça allait fermer. Il est trop tôt, là, on est dans la crise. Oui, mais moi, l'argent appartient aux Québécois, il faut leur dire. Mm-hmm. Mm-hmm. On a un rôle de fiduciaire. Donc là, en ce moment, c'est grosso modo 10 milliards de déficit par rapport à ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de pandémie. La première année. Parce que là, malheureusement, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que ça allait durer pas mal plus longtemps. Ouais. Il y en avait qui le disaient. Juste avant que tu partes sur une autre idée, juste pour synthétiser, là, tu posais la question, il faut prendre des décisions éthiques parfois, mais comme on vient de l'expliquer, finalement, toutes les décisions éthiques peuvent se calculer. Là, tu sais. ont un chiffre. Tu sais. Mettons, où est-ce que l'argent va? Ben, si eux autres, ils ferment ou ils perdent leur job, c'est beaucoup plus important que quelqu'un qui a 31% de diminution, mettons. Fait que les décisions ne sont pas vraiment éthiques, sont plus calculées. Je ne suis pas sûr que éthique, c'est le bon mot, dans le sens que l'éthique, c'est non négociable. Là. On est toujours dans le respect des lois, puis on est conforme aux meilleures pratiques, puis tout ça, puis la transparence des finances publiques, tout ça. Mais il y a des choix moraux. Là. À un moment donné, puis tu sais, ce que je vous ai dit, on maximise sous contrainte, c'est qu'à un moment donné, tu sais que tu ne pourras pas aider tout le monde. Mais tu sais que c'est beaucoup plus dur en tourisme que celui qui vend, par exemple, des ordinateurs portables. Parce que ça, la demande augmente. Puis le tourisme est complètement fermé. Comme, mettons, vous autres, vous auriez une business de croisière. Là, vous organisez des croisières. Ben, ça a été vraiment dur là, les derniers 18 mois. C'est un projet qu'on avait, justement. On s'en sort pas terminé. Non, mais à Québec, c'est important, les croisières. Là. Puis là, ça a arrêté complètement. Mais la question que je voulais poser, c'était le chiffre de 10 milliards, ça nous apparaît pour moi puis pour PH comme un énorme chiffre. Mais est-ce que 10 milliards, en termes de finances du Québec, c'est-tu catastrophique ou ça se gère, peut-on? Bien, oui, ça se gère. Puis l'économie va bien. Puis les finances publiques étaient solides avant. Puis c'est ça qui est important. Pourquoi il faut avoir des finances publiques solides? C'est pour pouvoir
agir à long terme, lutter contre les changements climatiques, assurer le financement de l'éducation, de la santé, réduire le fardeau fiscal, faire face au vieillissement de la population, mais aussi faire face à des crises. Il va y en avoir d'autres récessions. Mm-hmm. C'est pour ça que quand ça va bien, il faut que tu améliores ta situation fiscale. Parce que là, ça va bien, puis là, whoop, il peut y avoir une récession, quelque chose, puis là, ça va moins bien. Donc là, c'est important d'avoir un bon bilan, d'avoir une bonne santé financière pour pouvoir faire face aux intempéries. Mhm. Fait que le 10 milliards, vous donnez une idée, ça, c'est un aspect de la crise que personne n'a parlé. OK? Mais un jour, quelqu'un écrira un chapitre là-dessus, là, c'est le financement. C'est que pour donner des milliards, il faut que tu les ailles. Ouais. Okay? Nous, le Québec, on avait un programme de financement de 15 milliards. Ça veut dire qu'on a, si tu prends une idée, là, on a 200 milliards de dettes. L'échéance moyenne de la dette, c'est 11 ans. Fait qu'on finance à peu près 20 milliards par année. Chaque année, notre 200 milliards, on a 20 milliards à refinancer. Mais quand je dis on passe de 0 à moins 15, ça veut dire que mon programme de financement vient de passer de 20 milliards à 35 en 36 heures. Mhm. Là, tu transpires un peu. Là. Tu sais, Fait chaud. En dessous Fait chaud. tes pieds humides, les mains moites, ça va pas bien. Puis là, tu dis, ben on va y mettre plus. Mais les marchés sont fermés. Parce qu'il y a une pandémie. Une pandémie, c'est mondial. Fait que là, tout le monde, ses programmes de financement ont explosé à hausse. Puis, donc, tout le monde a besoin de plus d'argent. Puis là, les marchés ont la confiance. C'est un intangible, c'est extrêmement important. Les marchés ont plus confiance. Fait que là, les marchés sont fermés. Puis toi, ton programme de financement vient de doubler. Puis là, tu sais que tu vas avoir des besoins. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu dises, OK, il faut être calme. Parce que tu ne veux pas dire, on a besoin de financement. Parce que là, ça, les investisseurs, ils n'aiment pas ça. Tu sais, dans le fond, tu veux faire du financement quand tu n'en as pas besoin. Mm-hmm. Être en position de force. Ouais. Mhm. Ouais. Fait que là, le marché s'est calmé un peu. Puis là, chez nous, au ministère des Finances, on a des experts en financement parce que le Québec, on a beaucoup de dettes. Fait qu'on a développé une expertise en gestion de dettes. Okay? Fait que là, le marché s'est calmé un peu. Les banques centrales sont intervenues. Les gouvernements ont dit des choses rassurantes. Puis là, le Québec, on a été les premiers à faire une émission en Europe. Je pense qu'on a émis comme 2 milliards d'euros, 3 milliards canadiens. Là, whoop, on fait une émission. 3 milliards. Ouais. OK, donc là, du 35, on en a fait 3. On a 35 à faire en 1 an. Ça faisait à peu près 3 milliards par mois. Là, OK, là, ça va bien. Puis là, je pense que le marché US ouvre. On fait une autre émission. 2 milliards US, marché canadien. Là, rapidement, ça a duré peut-être une semaine qu'on n'avait pas accès au marché. Après ça, on a eu accès au marché tranquillement. Mais donc, dans le pire de la crise, c'était pas trop clair comment est-ce qu'on allait se financer. Ouais. On gardait confiance, puis on a des réserves. On avait des réserves. On aurait pu pas se financer pendant 6 mois, par exemple. Mhm. Okay, parce qu'on avait des réserves. Mais à un moment donné, tu veux garder... Tu as une position de force, fait que tu veux rester en position de force. Parce que moi, je dis aux gars de la santé, à ce moment-là, c'était Mme McCann, tout ce que tu as besoin, je vais te le donner. Mais pour ça, il faut que je l'aille. Ouais. Mhm. Fait que ça, c'est un aspect de la crise, les programmes de financement qui est moins connu. Là. Ben, justement, moi, tu sais, la gestion de dette, puis tout ce concept-là de dette, on dirait, pour moi, m'apparaît tellement abstrait, là. Tu sais, on dirait, qu'est-ce que ça a concrètement, qu'est-ce que ça amène concrètement dans nos vies, la dette, puis pourquoi c'est si important de revenir à zéro, puis pourquoi est-ce que, tu sais, là, on se rappelle de l'austérité sous les libéraux de Philippe Couillard, puis pourquoi est-ce que c'est cette obsession-là de gérer la dette, puis est-ce que c'est si important, est-ce que on peut la financer sur plus longtemps, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça a comme répercussion pour nous autres, là? Qu'on est là, puis on entend parler de dette, mais au final, on dette envers qui, dette envers quoi? Très bonne question. La réponse à votre question, c'est que le premier poste budgétaire du Québec, c'est la santé. À peu près 43% de nos ressources. Tu sais, le Québec, c'est 125 milliards de revenus.
Puis normalement, lorsqu'on est à l'équilibre, 125 milliards de dépenses. Annuel. Ouais, grosso modo. OK. OK? Mais là, on n'est pas à l'équilibre, on est en déficit. Mais c'est ça l'ordre de grandeur. OK? Puis du 125 milliards de revenus, il y en a 25 milliards qui viennent du fédéral, puis 100 milliards qui sont ce qu'on appelle les revenus autonomes. L'impôt des corporations, l'impôt des particuliers, la taxe de vente. OK? Fait que, premier poste budgétaire, la santé, 43 %. Deuxième poste budgétaire, éducation et enseignement supérieur, 23 %. 15 et 8, je pense, là, parce que maintenant, c'est 2 ministères séparés, mais ça fait du sens. Là. C'est quoi les missions de l'État? Santé, éducation, sécurité publique. Troisième poste budgétaire. Attends, service de la dette. OK. C'est pour ça que c'est important. OK. C'est parce que la dette, la somme des déficits cumulés du passé, plus ce qu'on emprunte pour faire des investissements à long terme, comme des hôpitaux, des routes, des universités, il y a un coût d'intérêt, il y a un coût d'emprunt là-dessus. Fait que si j'ai 200 milliards de dettes à 4 % par année de taux moyen, bien, j'ai un service de dette de 8 milliards par année. Ça, c'est mon troisième poste budgétaire. Ça veut dire que... À combien de pourcents? 4 % de taux moyen. 3,5. Non, mais je veux dire, le troisième poste budgétaire, à combien de pourcents du budget? C'est à peu près 7-8 %. OK. Fait que c'est 7-8 % du budget qui est... Mais c'est-à-dire que un peu l'argent qui qu'on met disparaît là-dedans, dans le fond, là. mettons mon service de dette cette année, c'est 8 milliards. Ouais. OK? Ouais. Ça, c'est mes intérêts sur la dette cette année. Ouais. L'argent que je mets là-dedans, là, je ne l'ai pas pour la mettre dans T'en d'autres revois choses. nulle part. Là. C'est ça. C'est ça, c'est qu'elle va sur mes intérêts. Là, je te parle pas de c'est pas comme une maison. Tu sais, une maison, tu as un remboursement de capital puis tu as un paiement d'intérêt. Là, moi, je te parle juste du paiement d'intérêt. Ouais. Ça, c'est une perte sèche. Ouais. Il n'y a Pour rien. les Québécois, il y a on la rien. revoit Là. jamais. C'est les 8 Moi, milliards par je année paye, qu'on voit jamais. toi, tu reçois rien. Ouais. T'as pas une meilleure... c'est pas meilleur les écoles. Il n'y a pas plus d'infirmières. Puis mettons qu'on c'est pour ça qu'il faut contrôler la dette. Mais on la doit à qui, cet argent-là? On la doit aux investisseurs. C'est principalement des caisses de retraite. Okay? Fait qu'il y a une partie qu'on se doit à nous-mêmes, nos fonds de pension. Il y en a une partie qu'on doit à des étrangers lorsqu'on émet en dollars américains, en dollars, en euros. On la doit à des étrangers. Il y a des gens, plus tu es âgé, normalement, plus que tu as d'épargne. Fait qu'on peut dire aussi que les jeunes la doivent aux plus vieux. OK? Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'on a un fonds des générations pour rembourser la dette. Parce que la dette, c'est un poids pour les générations futures. Ouais. Parce que les ressources que je mets sur la dette, je les ai pas pour investir en santé, en éducation, lutter contre les changements climatiques, faire face au vieillissement de la population. Fait que les intérêts sur la dette, c'est une perte sèche. Puis le fait qu'on a une si grosse dette, c'est-tu une série de mauvaises décisions qui nous a amenés là, ou c'est inévitable d'avoir une dette, puis c'est normal d'avoir une dette? Bon, c'est une série de mauvaises... Ben, ce qu'il faut comprendre, là, moi, lorsqu'on pense au Québec économique, moi, j'ai 2 chiffres en tête. Nous sommes 23 % de la population canadienne. OK? On a déjà été 25, mais on reçoit moins d'immigration en proportion que notre poids. On est 23 % de la population canadienne. On est 20 % de l'économie. Ça veut dire qu'on est moins performant que la moyenne canadienne depuis longtemps. En fait, depuis les années 50. On a pris un retard. Parce que aussi, tu peux voir ça aussi comme le déclin de Montréal par rapport à Toronto. Parce qu'avant, Montréal, c'était plus important que Toronto, là. C'est pas pour rien que la Banque de Montréal, elle s'appelle Banque de Montréal, puis que la Banque Royale, son siège social est à Montréal. Parce que Montréal était plus important que Toronto. Mais ça, dans le temps, ça s'est modifié. L'économie est devenue plus forte en Ontario, dans l'Ouest, avec l'énergie, puis la Colombie-Britannique, parce que le Québec, puis
L'Ontario, on était centré sur les États-Unis, le commerce avec les États-Unis, l'Europe aussi, à cause de l'Empire britannique, puis la France, et La les Colombie-Britannique liens, sur l'Asie. la Colombie-Britannique sur l'Asie. Puis là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Asie est plus dynamique que l'Europe. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, la province la plus riche, c'est la Colombie-Britannique. Fait que là, nous, 23 de la population, 20 de l'économie, c'est des retards qui ont été accumulés sur peut-être 60 ans. Mais là, nous, notre gouvernement, on veut fermer cet écart-là. On avait un écart de richesse de 16 avec l'Ontario. C'est rendu un peu moins de 13. Puis là, on travaille, on a un plan, une vision à long terme pour fermer l'écart de richesse. Avec les autres provinces canadiennes. Oui, mais c'est pas parce que c'est mieux d'être à la moyenne canadienne que 13 en bas. Là. C'est pour se donner des moyens pour réduire le fardeau fiscal, lutter contre les changements climatiques. Puis si on reprend le taux qui part annuellement pour les intérêts de la dette, fait qu'on parlait peut-être de 8 milliards. À titre indicatif, quel genre de projet ou quel genre de choses on peut faire avec 8 milliards, mettons, là, dans le budget, dans un budget, okay. Tu sais, pour que, mettons, on puisse essayer de visualiser. Un ordre de grandeur, OK. Mais par exemple, présentement, il y a beaucoup de gens qui parlent des soins à domicile. Ouais. Okay, on devrait faire plus de soins à domicile, puis nous, on a rajouté à peu près 400 millions par année dans les soins à domicile, puis on a rajouté des heures, puis des travailleurs, mais la demande est plus grande que ce qu'on peut offrir. Mais je pense qu'on met actuellement 1,5 milliard par année en soins à domicile. OK. Alors, fait que c'est considérable. Ah ben oui, c'est comme je te dis, c'est notre troisième poste budgétaire. Énorme, c'est plus important que la sécurité publique, c'est plus important que l'environnement, c'est plus important que l'économie. Le ministère de l'Économie n'a pas un budget comme ça, là. On perd plus d'argent dans ça qu'on en investit à la lutte au changement climatique. Ah, définitivement. Ouais, la dette, c'est le troisième poste budgétaire du Québec. C'est incroyable, ça. C'est ça, cette statistique-là, c'est pour ça que c'est tellement intéressant d'avoir cette conversation-là, parce que moi, justement, je comprenais pas cette idée-là là, de dette puis de pourquoi. Ben, c'est comme la richesse aussi. Tu sais, quelqu'un va dire, mettons, tu regardes quelqu'un et tu dis, c'est quoi sa richesse? Il y a une maison, il y a une auto, ses bâtons de hockey, c'est des Sherwood Extra Flex, du crime. Mais il faut que tu regardes son passif aussi, là. Ouais. Actif, passif. Ouais. Fait que si tu as 1 million d'actifs puis 1 million de passifs, net, c'est 0. T'arrives à 0. Ouais. Puis pour donner un ordre de grandeur, il me semble, je me souviens aussi quand en 2012, à l'époque, quand on militait là, dans les rues pour la gratuité scolaire, me semble que le chiffre que Moi, je me j'étais souviens... dans le trading floor de la Banque nationale. Vous étiez dans le parc de la Sun Life. Là. Ouais. Me semble que le chiffre qu'on disait, c'est que c'était comme 600 millions, quelque chose comme ça. Sûrement que c'était le chiffre qui est plus à jour. Là, pour la gratuité scolaire universitaire. Là, ah, OK. Oui, c'est intéressant, ça. Fait que, tu sais, ça reste un petit chiffre comparativement à 8 milliards pour quelque chose qui fait une si grande différence, mettons, dans l'accessibilité. D'abord, on a les frais de scolarité les plus bas. Ouais. Puis je le sais, parce que mon garçon étudie en Ontario, puis ma fille au Québec. Mais vous avez raison, c'est considérable là, ce qu'on met sa dette, puis l'argent qu'on met là, on ne l'a pas pour d'autres choses. Puis la dette, c'est pas toujours négatif. Là. Mettons que tu construis le CHUM, là. Ouais. Ben là, tu empruntes pour ça. Fait que là, tu dis, c'est une bonne dette. Là. J'ai construit un bel hôpital moderne. Mais il reste qu'après ça, il faut que tu rembourses la dette. Tu as des paiements de capital, tu as des paiements d'intérêt, puis l'argent que tu mets là-dessus, tu l'as pas pour faire d'autres choses. Puis quelles sont les étapes pour arriver à un budget, ou à un équilibre budgétaire, là, pour arriver puis tranquillement rembourser cette dette-là? Quelles sont les étapes en place en ce moment? Là? OK, mais là, je vais te donner une recette comptable là, qui fonctionne vraiment bien. OK, parfait. Je vais l'utiliser pour mes finances personnelles aussi. Il faut que tes revenus croissent plus vite que tes dépenses. Okay? Pour l'instant, ça va. Fait que maintenant, mettons que tu pars là... C'est ça le truc. C'est ça le truc. Fait que mettons que tu as 100 milliards de revenus puis 100 milliards de dépenses. Puis tes revenus croissent à 3,5% par année, puis tes dépenses à 3%. Mais tu vas être en surplus.
Mhm. Puis si tes dépenses croissent à 4 puis tes revenus à 3 tu vas être en déficit. Ouais. Fait que ça, on appelle ça, tu sais, les gens, des fois, ils vulgarisent pas bien, ils appellent ça l'efficacité opérationnelle. Ça veut dire que tes revenus croissent plus vite que tes dépenses. Mais ça, c'est vraiment important. Ouais. Parce que peu importe ton point de départ, ta situation va s'améliorer. Puis l'idée, c'est pas de. Avec cette vision-là, l'idée, c'est pas de couper maintenant, mais c'est de planifier pour une croissance éventuelle. Ben, c'est parce que tu veux pas faire ce qu'on appelle des chocs ou du stop and go budgétaire. Là. Tu veux pas dire, ah, là, on a 10 milliards de déficit, fait qu'on va couper les dépenses de 10 milliards. Mais là, ça marche pas, là. Ouais. Parce que faut qu'on puisse continuer à vivre. Puis c'est toujours... Les ajustements qui sont faits graduellement sont toujours plus faciles à absorber ou à engendrer que les chocs. Ouais. Mais c'est une position, je reviens à ça, parce que ça ne va pas être une position évidente pour vous d'être celui qui doit dire non tout le temps, parce que couper les dépenses, c'est ça, c'est dire non souvent, justement. Puis, tu sais, tous les secteurs voudraient avoir plus de moyens. Là, tout le monde qui travaille dans n'importe quel secteur se dit, si j'avais telle somme de plus, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais régler tel problème. Puis vous devez dire non, parce qu'il faut couper les dépenses. Mais je dirais que la partie facile, c'est dire non. Ce qui est dur, c'est de travailler pour trouver une solution qui va aider mes collègues. Par exemple, un de mes collègues me demande, je vais prendre le ministre de l'Environnement, il demande 6 milliards sur 5 ans pour lutter contre les changements climatiques. Si je dis non, on n'a pas d'argent. Facile, ça. Ouais. Mais si je dis, on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider, on va regarder, montre-moi les 28 choses que tu veux faire. Là, on les analyse, on le regarde d'un point de vue différent. Là, on dit finalement, regarde, je pense qu'avec 5 milliards au lieu de 6, puis 22 mesures au lieu de 28, tu pourrais avoir autant de réduction de gaz à effet de serre. Autant de résultats. Fait que moi, je mets une fierté d'essayer de dire oui, mais. Ouais. OK? Puis d'essayer d'aider mes collègues, on est 26 au Conseil des ministres, à réaliser nos promesses, nos ambitions, faire avancer la société. Fait que je dirais que si tu dis tout le temps non, tu n'es pas ministre des Finances longtemps. Oui, je comprends. Mais d'ailleurs, tu sais, l'environnement, c'est un bon aussi thème là, à aborder parce que, tu sais, comme tantôt, j'ai utilisé le mot éthique, mais le mot que je voulais dire, c'est le mot moral. Ouais, tu sais, qu'il y a des décisions qui sont dures à prendre, puis de trouver justement l'équilibre entre ça. Puis, tu sais, l'environnement, c'est un autre exemple de... En ce moment, c'est une autre crise, en fait. Tu sais, comme la crise sanitaire, la crise climatique est peut-être moins... visible, mais quand on joue au hockey pendant 40 ans, elle est visible, on la voit. Puis là, il faut trouver des solutions à ça. Puis j'imagine que ces solutions-là sont pas toujours fiscalement ou économiquement logiques. Bien, des fois, les impératifs économiques prédominent. Mm-hmm. Des fois, c'est les impératifs sociaux. Toujours, on essaie d'avoir le bon équilibre. Mm-hmm. Par exemple, augmenter les dépenses en éducation, ça augmente le déficit, mais c'est un excellent investissement à long terme. Alors, c'est correct d'augmenter les dépenses en éducation, c'est ça qu'on fait, mais on veut s'assurer que l'argent est bien dépensé. C'est pas juste de dire on va donner plus d'argent au cégep. On sait qu'il y a des besoins dans les cégeps, mais où on va mettre l'argent dans les cégeps? Puis là, la pandémie a changé les priorités. Ouais. C'est que soudainement, c'est important que les professeurs aient de l'aide technique pour donner des cours ou pour donner des cours à distance. Puis les étudiants, soudainement, tu sais, la santé mentale au cégep, c'était pas le sujet numéro 1, là. Non. On parlait plus de toxicomanie, d'éducation sexuelle. Là, soudainement, on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui avait des conditions optimales chez eux pour étudier. Ouais. Là, la santé mentale est devenue importante. Puis là, on a mis des ressources pour ça. Puis le ministre Lionel Carman, puis la ministre McCann, puis il faut faire ça. Fait que c'est pas juste de mettre de l'argent. On a un rôle de fiduciaire. Il faut bien dépenser l'argent des contribuables. Là, je comprends pour l'économie, je comprends pour l'éducation que c'est un investissement, mais pour ce qui est de l'environnement,
l'argent que tu mets là-dedans, c'est pas nécessairement de l'argent que tu vas revoir dans 20 ans, j'imagine. D'abord, il y a des endroits où il y a où c'est conjoint. Là. Si tu investis dans l'économie, l'énergie renouvelable, mais là, si tu fais des investissements, puis en même temps, c'est bon pour l'environnement. Si tu investis en transport en commun, si tu prends une usine qui utilise du pétrole pour faire ses procédés chimiques, tu la convertis au gaz naturel, ben la conversion réduit les gaz à effet de serre, c'est bon. Fait que il y a moyen de concilier économie, environnement. Puis ça, je pense que tout le monde le reconnaît. Mais il y a aussi des coûts. Par exemple, si on augmente les frais d'immatriculation pour les grosses cylindrées, si on augmente les permis pour conduire des camions, etc., ben là, il y a des coûts. Puis ça, mais c'est bon pour l'environnement. Ça, justement, la taxation sur ces choses-là, mettons, c'est-tu une avenue possible dans le futur au Québec, tu sais, pour justement Nous, au Québec, on est champion de la taxation. Okay? Fait que si c'était ça le secret, on aurait gagné la coupe. Là. Okay. Je veux dire, là, on ne serait pas 23-20, on serait 23% de la population, 25% de l'économie. J'adore que tout le podcast, il y ait toujours des analogies avec les hockey. C'est parfait. On aurait gagné la coupe. Okay? Parce que on est champion de la taxation. Au Canada, puis le fardeau fiscal. Puis, fait que oui, on peut utiliser des modifications du prix relatif pour modifier les comportements. Si tu montes le prix du carton de cigarette, les gens vont moins fumer. Le prix, ça a un impact. Ça a un impact. Oui, fait que c'est une option, dans le fond. C'est quelque chose qui... ça fait partie de toutes les options. Mais dans l'ensemble, là, nous... notre gouvernement, on a réduit le fardeau fiscal de 2 milliards par année, puis on veut continuer. Parce que les gens, lorsqu'ils gardent plus de leurs revenus, si tu gagnes 10 000 puis il te reste 5 000 ben c'est bien, mais s'il pouvait t'en rester 7 500, ce serait encore mieux. OK? Fait que nous, on veut pas augmenter le fardeau fiscal total. On veut le diminuer parce que les gens sont déjà énormément taxés. Puis quand je vais au marché public, ça, la mesure que les gens me parlent plus, là, les gens me disent pas merci d'avoir baissé les taxes scolaires, puis merci pour les allocations famille ou hey, le crédit d'impôt, maintien à domicile, j'aime ça. Les gens me parlent pas de ça. Mais les gens me parlent, par exemple, des frais de stationnement dans les hôpitaux. Okay. Ça, les gens sont vraiment contents parce qu'on a mis une limite. 10 $ par jour, pas plus. Les gens sont parce contents. Parce qu'ils peuvent le voir plus clairement. Quand tu as quelqu'un de malade dans ta famille, puis tu vas à l'hôpital tous les jours, ou quand tu accouches, tu n'as pas besoin de payer en plus 25 $ par jour pour te stationner. Fait que ça, c'est une mesure, c'est une réduction du fardeau fiscal au sens large que les gens apprécient. Une autre affaire, moi, que je veux qu'on discute parce que je dois pas être le seul à trouver ça. Tu sais, on parle beaucoup de nous, justement, là, tu sais, le parking diminue, puis on est content, ou il y a une taxe qui monte, puis on est fâché, ou l'impôt monte, l'impôt descend, puis après ça, arrive une affaire comme les Pandora Papers qui sont sortis avec l'évasion fiscale, puis c'est difficile en tant que connaître citoyen de la classe moyenne. De trouver que toutes ces mesures-là qui nous sont imposées, là, que ce soit positif ou négatif, ont un réel impact quand on voit tout ce qui s'en va, tout ce qui disparaît, tout l'argent qui est perdu dans ces paradis fiscaux-là, puis dans des dossiers comme ça. Fait que, comment qu'on fait pour lutter contre ça? Comment qu'on fait pour qu'on ait l'impression que tout le monde fait sa juste part, puis qu'on c'est pas nous tout le temps qui est en train de faire des choses sur notre argent durement gagné, mais qui au final on a l'impression que ça n'a aucun impact, tu sais, quand on entend les chiffres qui disparaissent, là, tu sais. Bien, c'est sûr que plus l'assiette fiscale est large, moins chacun des membres va payer un fardeau élevé. OK?
Donc, le point que vous dites, c'est extrêmement important que tout le monde paye sa juste part. Pour ce qui est des Pandora Papers puis Panama Papers, on analyse toutes les listes avec l'Agence de revenus du Canada. Je vous dirais que malheureusement, c'est pas ça qui nous a donné... ça n'a pas été un filon, une source de revenus supplémentaires pour Revenu Québec puis l'Agence de revenus du Canada énorme. Mais les listes, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ça, on les analyse. Mais on a mis des... Premièrement, on a plus de ressources. On a à peu près 163 personnes chez Revenu Québec qui luttent à l'évasion fiscale. OK? On a fait des divulgations volontaires. C'est-à-dire, on a dit aux gens, si vos affaires ne sont pas trop... parce qu'il y a des zones grises. Hein? Parce qu'il y a l'évasion fiscale puis il y a l'évitement fiscal. Il y en a un qui est enfreindre les lois, l'autre, c'est... jouer avec les jouer à la marge. Puis les paradis fiscaux, en fait, c'est légal, en fait. Bien, c'est-à-dire que tu as le droit d'être résident dans un autre pays. Si tu joues au tennis puis tu décides que ta résidence, c'est les Bahamas, ben, tu ne payes plus d'impôts au Québec. Mais si tu gagnes de l'argent au Québec, puis tu le transfères d'une manière dans une banque là-bas... À ce moment-là, tu es supposé de déclarer tes revenus à l'étranger, puis il y en a qui ne les déclarent pas à cause du secret bancaire. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a forcé des divulgations. On a dit, vous avez jusqu'à telle période pour divulguer vos revenus à l'étranger. On a appelé ça les divulgations volontaires. Puis, en échange de divulgations volontaires, pas de pénalité, pas de poursuite, mais des revenus. Ça, c'est quand ça s'est fait, ça? Ça s'est fait. Ça a commencé avec le ministre des Finances précédent. Il y a eu une commission des finances publiques. Ils ont fait des gestes. On est arrivé au pouvoir. On a rajouté des ressources. On a augmenté la collaboration avec l'Agence de revenus du Canada parce que l'international, c'est le Canada, le joueur clé. La collaboration est excellente. On récolte à peu près 500 millions par année dans la lutte à l'évasion fiscale. Puis après ça, il y a ce que j'appellerais les divulgations non volontaires, c'est-à-dire que c'est nous qui posons des questions, de planification fiscale abusive, évitement. Okay? Puis là, on les connaît, nos contribuables. On est 8,5 millions. Le 1% au Québec, tu sais, quand on parle du 1%, là, on pense à Bill Gates puis Jeff Bezos, mais au Québec, le 1%, il commence à 223 000, je crois. Okay? Puis le 1% paye 19% des impôts. Fait que tout de suite, là, on les connaît, nos contribuables, puis on les étudie, les déclarations, puis fait qu'on a fait des progrès énormes, puis on va en faire encore. Puis le Québec... fait bien dans ce sens-là qu'on a été les premiers à imposer la TVQ sur les services numériques comme Netflix, Amazon et... fait que c'est pas parfait. On s'en occupe. Faut travailler en collaboration avec l'Agence de revenus du Canada, avec les autorités. Là, on va amener l'impôt minimum sur les corporations. 15% d'impôt minimum sur les corporations. Ça va aider aussi. Fait que... Puis... on a toute notre responsabilité aussi. C'est sûr que parler des Pandora Papers, tout ça, c'est choquant. Mais il faut savoir aussi qu'il y a de l'évitement, il y a de l'évasion fiscale qui se fait aussi dans la construction résidentielle. Quand les gens payent leur rénovation cash puis ils ne demandent pas de facture, là, ben là, ils ne payent pas de TVQ, ils ne payent pas de TPS. Bon, il y a d'autres inconvénients aussi. Là. Ils n'ont pas de garantie, puis, etc. Mais il reste que dans la construction résidentielle, on sait qu'on peut faire mieux. Est-ce qu'on sait à peu près, on est-tu capable d'estimer combien d'argent est perdu dans la rénovation ou la construction résidentielle? On est capable d'estimer à peu près un chiffre? La réponse est oui, mais on ne dira pas ça sur le podcast. Okay? On va laisser ça chez Revenu Québec. OK. Mais j'imagine que c'est considérable. Là, tu sais. Mais bref, ce que vous nous dites, c'est que finalement, l'idée qu'on se fait qu'il y a des milliards de dollars qui sont jamais perçus par l'État et qui sont jamais utilisés pour nous tous, c'est pas exact. Hein, finalement, c'est pas un si gros problème que ça. Il n'y a pas des milliardaires qui ne payent pas une scène d'impôt. On travaille là-dessus. Comme je vous dis, on est à peu près 400-500 millions par année. Est-ce qu'on va pouvoir se rendre à 600? Oui. Là, on s'est entendu avec le fédéral, TPS, TVQ sur tous les biens étrangers, parce qu'avant, on avait juste les services, on n'avait pas les biens. Si tu te faisais livrer un colis, si tu te
faisais livrer un colis de Nike USA, tu payais pas de TVQ. Nike.ca, tu payais à TVQ. OK? Là, on a corrigé ça avec le fédéral. Fait que donc, maintenant, les biens étrangers et les biens domestiques sont sur un pied d'égalité. Fait que ça, c'est réglé. Il y a des corporations qui ne payent pas d'impôts. Là, on vient de s'entendre à l'international parce qu'ils déplacent des revenus dans des juridictions à fiscalité réduite. Okay, mettons que tu es une compagnie canadienne, mais tu as une filiale en Irlande, puis là, tu as des profits au Canada, mais tu payes ta filiale en Irlande pour faire des travaux. Puis là, bon. Mais là, on vient de s'entendre à l'international. Il va y avoir un impôt minimum partout dans le monde, 15 %. Fait qu'on fait des progrès. Puis justement, tantôt, vous parliez de Netflix, puis qui perçoivent la TVS, TVQ, c'est un gain, là, dans le fond, c'est une bonne nouvelle, sauf que ça reste que c'est le consommateur qui le paye. Là, c'est pas Netflix qui le paye. Bien là, toi, tu viens d'expliquer quelque chose d'extrêmement important parce que dans le débat, là, taxe Netflix, les gens pensaient que c'était Netflix qui payait la taxe. Oui, c'est ça. C'est le consommateur qui paye la taxe. Mais puis Netflix, corrige-moi si je me trompe. Il la perçoit puis la remet au gouvernement. Puis la remet au gouvernement, mais puis corrige-moi si je me trompe, mais Netflix ne paye pas d'impôts au Québec ni au Canada. Ben, si quelqu'un me demande est-ce que lui, il paye de l'impôt, je le dirais pas, là. La situation fiscale des entreprises, des individus, c'est confidentiel. Je comprends. OK. Mais le but, c'est que tout le monde paye sa juste part. Fait que s'ils ont des revenus au Canada puis qu'ils ne payent pas d'impôt au Canada, c'est sûr qu'on est en train de regarder ça. OK. Mais je parle pas, je veux pas dire Netflix combien qu'ils payent, puis spécialement eux autres, mais selon la loi, même si tu es une entreprise américaine, si tu fais des revenus au Canada, tu dois payer des impôts au Canada. Est-ce que c'est ça la loi? L'impôt des corporations, ce qui est important, c'est l'établissement stable. Si les revenus sont faits à partir des États-Unis, si c'est Netflix USA qui vend le produit au Canada, il n'y a pas d'impôt des corporations. Fait que si nous autres, on est abonnés à Netflix USA... Là, maintenant, tu vas payer la TVQ, mais Netflix ne payera pas d'impôt des corporations là-dessus. Puis comme pour les particuliers, c'est le lieu de résidence. Je comprends, mais tu sais, une entreprise, ça reste quelque chose d'immatériel, dans le sens que je dis, tu sais, moi, je suis basé à telle place, puis je veux dire, maintenant, c'est global, tu sais, la vente en ligne, puis tout ça. Très bon point. Fait que, tu sais, je comprends pas pourquoi que le fait que ce soit basé, peu importe où ils sont basés, si tu fais des revenus au Canada, il me semble que tu devrais redonner une partie de tes revenus-là au Canada. OK, mais par exemple, si tu prends le GAFAM, là, les grandes entreprises, il y a beaucoup d'intangibles. C'est pas une usine qui produit au Canada pour vendre. Fait que normalement, s'il y a une entreprise au Canada, par exemple Ubisoft Canada, vont payer des impôts au Canada, puis Ubisoft Monde paye ses impôts à Paris. Okay? Mais dans les faits, une entreprise Amazon Canada, Amazon Monde, il y a des transferts de fonds entre les entreprises, on appelle ça les prix de transfert. C'est difficile de réconcilier l'impôt des corporations. Okay? Fait que c'est pour ça que le lieu de résidence principal, le siège social, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on amène un impôt minimum. C'est pour ça que pour les grandes entreprises, telles que les GAFAM, on s'entend aussi au niveau de la... Ça, c'est extrême. On est dans des sujets extrêmement complexes aussi. Comprends, mais c'est pour ça que là, on s'entend que le Canada va pouvoir percevoir des revenus sur les revenus, par exemple, de Google au Canada, même si Google, son siège social est en Californie. C'est ça. Ça, c'est la deuxième partie. Parce que généralement, on est vraiment dans les technicalités, mais la taxe de vente, c'est basé sur l'endroit où il y a la transaction. Donc, tu consommes, peu importe l'origine de la compagnie, tu payes des taxes de consommation. Mais l'impôt des corporations, c'est basé sur l'établissement stable, concept de résidence, siège social principal. Bon. Là, pour les grandes multinationales, les GAFAM, on va appliquer le principe
des taxes à la consommation. Sur l'imposition des corporations. T'as tout compris. Ouais. Ben, ça me semble la solution, en fait. Là. Ça me semble absolument la solution. Mais quand tu négocies ça à l'OCDE, je comprends 145 pays, puis tu sais, ces entreprises-là sont concentrées aux États-Unis puis en Europe. Ouais. C'est compliqué, là. Oui. Ouais. Puis le Canada, on est comme 3% de l'économie mondiale. Fait que si on s'agite tout seul, puis on dit « faut faire ça », personne ne nous écoute. Ouais. Mais si tous les pays s'entendent... Mais on ne doit pas être les seuls à trouver que c'est une bonne idée, puis à vouloir... c'est pour ça qu'il faut s'allier avec l'Australie, l'Angleterre, la France. Il faut faire des coalitions. Mais les Américains, la Chine, l'Allemagne, plus ton poids économique est élevé, tu sais, c'est pas une personne, un vote, là. Ouais. En économie, les Américains, les Chinois ont plus d'importance que le Canada. Puis comme la plupart de ces entreprises-là sont aux États-Unis, il faut que les États-Unis y voient leur compte. Mm-hmm. Alors là... Eux, ça leur enlève des revenus de leur côté, en fait. Mais ça leur enlève pas de revenus. Mm-hmm. Là, c'est là la clé, puis c'est pour ça qu'on a réussi à s'entendre. Parce que probablement, je vais en nommer juste une, là, je pense pas qu'ils vont me vouloir donner, probablement qu'Apple ne payait pas 15% d'impôts aux États-Unis. Mm-hmm. Probablement. Ouais. Fait que là, avec la réforme, s'ils payent 15% partout, bien, ils vont payer 15% au total. Aussi. Fait que là, ils vont peut-être se dire c'est peut-être pas nécessaire de transférer des fonds interpays dans des juridictions à fiscalité réduite. Fait que finalement, les États-Unis, bien que c'est eux qui ont ces entreprises-là, vont avoir plus de revenus. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est quand même complexe, tout ça, tu sais. Puis moi, je suis pas fiscaliste 100%, je suis économiste. Ouais. C'est dur de saisir toutes ces nuances-là. Là. Quand vient le temps de... Tu sais, juste nous, on a une plateforme... pour les gens qui veulent encourager le podcast, qui s'appelle Patreon. Puis c'est comme... Comment ça s'appelle? Patreon. Le monde paye 3$ par mois pour avoir accès à une couple d'affaires qu'on fait. Là. OK. Puis au début, quand on a starté ça peut-être là, 2 ans et demi, genre. Puis là, au début, on a lancé ça. Puis là, c'est le monde, il s'abonne. Puis il y a comme pas de nouvelles pas de taxes, là, tu sais, ils payent 4$. US même au début. Ouais, nous autres, on en reçoit 3, puis au début, c'est US. Puis là, dans le temps, à amener, c'est comme, hey, voici tel formulaire que je suis pas capable de redire les lettres de ce formulaire-là qu'il faut que vous remplissiez pour qu'après ça, vos abonnés doivent donner une taxe dans telle place qui te revient à telle affaire. Puis là, tout est là. Comment je fais pour gérer tout ça? Là, quand tu commences une compagnie, tu sais, au début, tu es moins bien organisé. Puis c'est pour ça que Revenu Québec a un rôle de conseiller. Ouais. Ils vont te dire, là, il faut que tu fasses faut que tu t'appayes, il faut que tu aies des cotisations sur la masse salariale. Puis on peut te dire qui peut t'aider à faire ton service de paye. Puis après ça, quand tu as plus de revenus qu'un seuil, bien là, il faut que tu commences à charger la TVQ, la TPS. Puis Revenu Québec, puis j'ai ri parce que j'ai écouté l'excellent podcast avec Sophie Brochu, mais elle disait, Hydro-Québec, c'est la seule entreprise qui a tous les Québécois, mais Revenu Québec aussi. Il y a quand même pas mal de 6,5 millions de clients. C'est ça, effectivement. Certains malgré eux, mais... Ça prend un bon service à la clientèle. C'est sûr. C'est clair. Je vois le budget 2021-2022. Là. De ce budget-là, une couple de points clés qui te rend fier, mettons. Là. OK. Ce qui me rend fier, c'est que c'était mon 3e, puis je pense que c'est celui qu'on a mieux réussi à simplifier. C'était quoi le plan de match? Mm-hmm. Okay? Le plan de match, c'est 1, 2, 3, 4. Vaincre la pandémie en 2021. Ça, c'est 1. Ouais. Okay. 2, retrouver le plein emploi en 2022, parce qu'on sait qu'on a toujours 100 000 personnes qui travaillaient en février 2020 qui ne travaillent pas présentement. OK. Okay. 100 000 personnes au Québec. 100 000 personnes qui travaillaient, qui ont perdu des emplois. Donc, il y a 100 000 personnes de moins qui travaillent. Mais ce n'est pas toutes les mêmes, là. Non, je comprends. Mais il y a 100 000 personnes de moins en emploi aujourd'hui qu'en février 2020. Ah, ouais. OK? Fait que 1, vaincre la pandémie. Ouais. 2, retrouver le plein emploi. 3, retrouver la trajectoire du plein potentiel de l'économie québécoise. Là, c'est là que tu dis, OK, lui, c'est un économiste. C'est que le Québec
s'en allait, on était à l'équilibre budgétaire, on était au plein emploi, le taux de chômage était à 4,5%, les revenus vont bien, peut-être on s'en va sur une trajectoire, on croît les 3 dernières années, 2017, 2018, 2019, croissance moyenne à peu près 2%, un peu plus. Là, on s'en va comme ça. Là arrive le choc. Ouais. Là, ça, c'est 2020. Là, 2021, on rebondit. Mais, 2020, 2021, puis là, 2021, on est revenu où on était en 2020. Mais on a perdu la croissance de 2020. Ouais. Fait que là, on fait ça. Là, il faut reprendre cette trajectoire-là. Essayer de rattraper la courbe prévue. Ça, j'ai dit 2025. Mais je pense qu'on va faire mieux. OK. OK? Comme plein emploi 2022, mais il y a des chances qu'on le fasse au début de 2022 plutôt qu'à la fin. Puis finalement, 4, retrouver l'équilibre budgétaire en 7 ans. Puis ça, c'est un engagement après contribution au fonds de génération parce que notre définition de l'équilibre budgétaire, nous, c'est lorsqu'on est à l'équilibre, on met de côté 3 à 4 milliards par année pour les dépenses à long terme. Les dépenses en capital. Okay? Ça, c'est une notion comptable, revenus, dépenses d'opération, dépenses de capitalisation, mais retrouver l'équilibre budgétaire en 7 ans. Okay. 1, pandémie, 2, plein emploi, 3, pleine croissance économique, 4, équilibre budgétaire. J'aimerais ça revenir sur le point 2 parce que en ce moment, justement, on veut retrouver le plein emploi, mais il y a aussi en même temps, parallèlement à ça, une pénurie de main-d'œuvre. Comment qu'on explique ce phénomène-là? Bien, on l'explique. D'abord, c'est que il y a eu un choc économique, puis là, ça augmente la friction. C'est-à-dire qu'au même moment où on a des demandes en emploi, on veut plus d'infirmières, plus d'enseignants, plus de programmeurs, parce que le travail à distance, l'école à distance, on a besoin de plus de monde en technologie de l'information, on a besoin de plus de psychologues. Au même moment, tu as tous les gens en tourisme, restauration, les placiers au Centre Bell, les gens qui travaillent dans les théâtres, ils ont perdu leur job. Fait que là, au même moment où tu as des gens en chômage, tu as des postes vacants. Mais les compétences requises puis de ces gens-là ne sont pas les mêmes. C'est pas le même monde. Okay? Un barman peut devenir préposé aux bénéficiaires avec une formation de 6 mois, mais pour devenir infirmière, ça prend 3 ans. Pour devenir enseignant, ça prend un bac. Si tu avais déjà un bac, tu peux peut-être faire en 1 an une maîtrise, tout ça, mais il y a un désappariement entre les postes vacants et les gens qui n'ont pas d'emploi. Puis là, il faut les aider à faire le pont, requalification de la main-d'œuvre. Il faut aider ces gens-là. Puis en gros, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est des enseignants, des infirmières? Bien, on parle beaucoup des services essentiels de ces temps-ci, là. Il nous manque des infirmières, des psychologues, des orthopédagogues, des enseignants, des inhalothérapeutes. Il manque du personnel de service de garde, mais il manque aussi des programmeurs en Python. Il manque des gens en intelligence artificielle, il manque des gens en TI. Beaucoup génie, TI, services essentiels. Beaucoup des formations universitaires, là, des formations... Oui, mais en même temps, les restaurants, les dépanneurs, les stations-service ont de la misère à embaucher les gens au salaire minimum parce que les étudiants, pendant un bout de temps, les étudiants faisaient plus d'argent pendant la pandémie que quand ils travaillaient. Donc, les programmes qui étaient valables, là, les programmes, ils ont aidé. Là. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. J'en fais partie. Puis t'as un appartement, t'as 2 enfants, puis t'as plus d'emploi. Fait que les programmes sont bons, là. Mais à mesure que là, ça fait 18 mois plus qu'on est en pandémie, là, il faut que les programmes soient sevrés puis que les gens retournent sur le marché du travail. Ouais. Parce que moi, mettons, la pénurie de main-d'œuvre, moi, je l'ai juste remarqué dans les services comme ça, là, dans les services de restauration puis tourisme, parce que moi, je vais pas dans, je suis pas en contact avec le manque de personnel infirmier, mettons. Là, mais puis ça va revenir, dans le fond, normalement? Ou? Bien, en fait, là, vous êtes dans mon domaine favori, qui est la vision de l'économie à long terme. Allons-y. OK. Au Québec, il y a 7 millions de personnes de plus de 15 ans. Ça, on dit que c'est pour travailler, ça prend au moins 15 ans.
Puis, de ces 7 millions de personnes-là, il y en a 4 millions et demi qui veulent travailler. Soit qui travaillent ou ils cherchent une job. Okay, mais en vrai, là, c'est à peu près 4,25 qui travaillent, puis 250 000 qui cherchent une job. Okay? 4,5 millions de personnes qui travaillent sur 7 millions potentiellement. Bon, dans le 7 millions, il y a des gens qui ont plus de 75 ans, là, puis peut-être c'est normal qu'ils ne travaillent pas, fait qu'il faut les enlever, mais là, je vais simplifier, je vais les compter. Puis sinon, ces gens-là, c'est quoi? C'est les gens... D'abord, il y a 200 000 jeunes. Ça, c'est important parce que je pense que les jeunes vous écoutent. Ouais. Okay. En tout cas, si je fais l'échantillon à mon domicile, les jeunes vous écoutent. Okay? Il y a 200 000 jeunes qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Ça, là, il faut s'occuper de chacun d'eux personnellement. Il faut aller les voir et comprendre leur réalité. Pourquoi tu n'es pas à l'aise à l'école? Pourquoi tu ne vas pas travailler? Comment je peux t'aider? Ça, c'est le rôle des Carrefour Jeunesse Emploi, mais c'est aussi le rôle des écoles secondaires pour adultes. C'est aussi le rôle des cégeps. Pourquoi tu as commencé ton cégep? Tu as lâché ton cégep. Puis là, on n'a plus de traces de toi. Là. Fait que ces 200 000 jeunes-là, c'est extrêmement important. 200 000, c'est beaucoup. Ouais. Après ça, ben, on pourrait même dire que c'est une tragédie, là, parce que ces gens-là, sûrement qui veulent travailler. Là. Il y a des raisons pourquoi ils travaillent. Quelque chose d'autre. Il faut les aider. Ensuite, on pense qu'il y a 100 000 personnes, 70 000 personnes de plus de 60 ans qui devraient travailler si on avait le même taux de participation que l'Ontario. Fait que là, il faut comprendre, est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est parce que les entreprises aiment mieux avoir des employés de 40 ans que des employés de 62 ans? Discrimination. Est-ce que c'est parce que les gens à 62 ans, par exemple, ne veulent pas travailler 5 jours semaine? Parce que jouer au golf 5 jours semaine, une analogie de sport, c'est plate. Jouer au golf 2 jours par semaine, c'est le fun. Mais peut-être que tu veux travailler 2 jours, te reposer une journée, jouer au golf 2 jours. Fait que là, peut-être que ça prend 2 personnes de plus de 60 ans pour faire la job qu'une personne de 40 ans faisait avant. Il y a 70 000 personnes là. Il y a le 100 000 personnes qui travaillaient en février, qui ne travaillent pas, qui est désappareillé avec les jobs. Fait que, moi, ce que je voulais vous dire avec mes chiffres, là, mon 4,5 millions, mon 7 millions, c'est que si le 4,5 millions, tu as 5 millions, là, on n'aura aucun problème. Il faut augmenter la participation au marché du travail. Il faut encourager les gens à travailler. Pour ça, ça prend des garderies. Parce que peut-être qu'il y a une infirmière qui dit « Moi, je vais aller travailler, mais je n'ai pas de garderie. Alors, il faut lui donner une place en garderie. Mon collègue travaille là-dessus. Okay? Tout le gouvernement travaille là-dessus. Mais si on avait 5 millions de personnes qui veulent travailler au lieu de 4,5, ben on comblerait les 200 000 postes vacants, puis on aurait une friction, le fait qu'il y a des postes qu'un ingénieur n'a pas la même formation qu'un placier, puis on fait l'appareillement. Puis, dernière chose, c'est qu'il faut encourager les gens à travailler. Fait qu'il faut avoir des cours de formation, il faut les payer pendant qu'ils prennent leur formation. Si toi, là, tout d'un coup, ça te tente de faire un cours, une technique en service de garde électronique, mais là, il faut que je t'encourage, je te rémunère pendant que tu prends tes cours. Je paye ton cours, je te paye pendant que tu prends... Le ministre Boulay, le ministre du Travail, c'est un peu ça qu'il fait, là. Il réserve des formations, il te paye pour que tu prennes ta formation. Ça, c'est bon. Puis l'autre chose, c'est que c'est sûr que si, au lieu que quand tu travailles 10 $, il te reste 7 $, bien, s'il te restait 7 $ et demi, peut-être que tu travaillerais 1 heure de plus, 2 heures, 3 heures. C'est sûr que les gens, tu payes ton épicerie en revenu net, là. Tu payes pas ton épicerie en revenu brut. Fait que l'impôt, c'est important. Fait que c'est sûr que le prix, la rémunération du travail, c'est plus élevé, les gens travaillent plus. Puis Fait qu'on cherche 500 000 travailleurs. C'est ça. Fait que l'idée, c'est que les travailleurs sont déjà ici. Bien, mais l'immigration, ça fait partie de la solution aussi. La contribution de l'immigration en société est extrêmement positive. Là. Parce que la population du Québec est vieillissante. Le profil des immigrants est plus jeune.
les immigrants de première génération travaillent très fort. Les enfants de ces immigrants-là sont souvent plus scolarisés, puis on voit que la situation économique des nouveaux arrivants est moins bonne que les locaux, mais que souvent, dès la deuxième génération, mais au-delà de l'économique, là, la contribution à la société des immigrants est extrêmement positive. Ouais. Puis l'immigration, ça fait partie de la solution, mais pas plus que les 200 000 jeunes qui sont ni en études ni aux emplois. Mais il y a moins d'immigration ici qu'à Toronto, Vancouver, comme on a dit plus tôt. Est-ce qu'on devrait en accueillir plus? Bien, c'est-à-dire que nous, on a baissé de 52 000 à 40 000, puis on a recommencé à augmenter 40, 44, 48, 52. Là, on est rendu 49, 52 000 par année, plus ceux qu'on n'a pas accueillis en raison que les frontières étaient fermées en 2020. On fait le rattrapage. Là. Il nous en a manqué 25. On en fait 8 000 de plus cette année, 17 000 de plus l'an prochain. On fait le rattrapage. Mais c'est en fonction de la capacité d'intégration. Parce que vu qu'on est la seule société francophone en Amérique du Nord, bien, il ne faut pas déterminer le nombre d'immigrants en fonction de combien on en a besoin pour le marché du travail. Il faut être conscient de notre capacité d'intégration. Fait qu'il faut maximiser notre nombre d'immigrants sous contrainte de notre capacité à les intégrer, reconnaître leurs diplômes, les aider à se franciser, les aider à se loger. Puis encore là, un autre phénomène aussi, c'est que les immigrants viennent à Montréal parce qu'il y a des communautés d'accueil, puis on a des raretés de main-d'œuvre, entre autres dans les régions. Fait qu'il faut les aider. Il y en a des immigrants qui vont à Chicoutimi, là. Mais c'est plus difficile à la Chicoutimi qu'à Montréal. Tu avais beaucoup dans ton temps quand tu étais jeune, Pierre? Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup dans le rang Sainte-Famille. Non, mais moi, Sainte-Foy non plus. Moi, je me rappelle, à l'école primaire, il y avait une Égyptienne. Ah ouais. Puis je l'ai revue 20 ans plus tard. J'ai dit, c'était spécial. C'était les sorties. Non, mais je me souviens, elle s'appelait Coury. Puis c'était spécial à l'école Sainte-Isabelle. C'était la seule en 6 classes. Puis là, la réalité à Montréal, évidemment, aujourd'hui, c'est autre chose complètement. Mais effectivement, que c'est en région surtout. Là, moi, l'autre jour, je suis juste allé à Rivière-du-Loup. Le AEW était fermé. Manque de main-d'œuvre. C'est grave, c'est grave. Mon Beyond Meat, j'en ai besoin. non, mais les AEW, des chaînes de même, tu sais. Non, c'est clair, c'est supposé être toujours ouvert. Oui, mais est-ce qu'on a besoin d'un AEW, un Burger King, un McDonald's à Rivière-du-Loup? Ça, c'est l'autre question. Sûrement pas. Mais il y a des jobs dans lesquels, tu sais, que tu as énumérés qui sont des jobs qui ont une pénurie, une rareté de main-d'œuvre, que moi, mettons, si je me fie à ce que j'entends dans les médias, du moins comme, mettons, infirmière ou prof, là, tu sais, prof primaire, secondaire, mettons, ça serait pas mon premier choix, mettons. Parce que ça a de l'air, de ce qu'on entend, du moins les conditions de travail ont de l'air extrêmement difficiles, les charges de travail extrêmement élevées, qu'on essaie de faire beaucoup avec peu de moyens. Comment est-ce qu'on incite les gens à aller combler ces postes-là quand que, en tout cas, du moins de l'opinion publique, du moins, moi, ce que j'observe, ça n'a pas l'air évident. Okay, je vais te donner un argument social puis un économique. Je vais voir lequel te touche le plus. Premièrement, je pense qu'il faut que tu ailles la vocation. Enseigner, là, c'est magnifique. En première année, les gens arrivent, ne savent pas lire et écrire. Puis à Noël, ils savent lire. Puis en juin, ils savent écrire. C'est fantastique. Là. Quand tu prends un enfant en 5e année qui a des difficultés de lecture, puis tu l'aides, tout ça, c'est valorisant. Quelqu'un qui n'est pas capable de résoudre ses équations différentielles en 2e année d'université, tu l'aides. Et wow, ce gars-là devient architecte. Wow, fantastique. C'est valorisant. Les métiers qui sont valorisants. Deuxième argument, c'est dans le secteur public, les régimes de retraite sont généreux. Okay? Fait que là, on parle souvent des conditions de travail. Il y a des conditions de travail, il y a le monétaire. Le monétaire, on travaille. Ma collègue Sonia Lebel travaille avec eux. Puis on l'a dit, on améliore les conditions financières de ces travailleurs-là. Ouais. On fait un rattrapage, c'est ça qu'on dit, pour les enseignants, puis les infirmières, puis d'autres postes. Mais aussi, il faut se le dire, là, un régime de retraite à prestations déterminées, garanti par le gouvernement, ça n'existe pas dans le privé. Puis ça, quand tu travailles dans le secteur public, tu as ça. Puis ça vaut beaucoup. Ça veut dire que si tu travailles un certain nombre d'années, ta retraite est garantie par le gouvernement. Ça vaut cher. Je comprends, mais justement, tu sais, les gens qui ont cette vocation-là,
je pense, tu sais, c'est pas une job dans laquelle tu embarques en te disant, je vais avoir une belle retraite. Là, Ben, au jour le jour, tu sais, c'est le court terme et le long terme, Non, c'est je comprends. lié. Là. Faut que tu y penses. Non, je comprends, mais tu sais, j'ai l'impression que. Puis je pense. J'ai pas l'impression, en tout cas, que c'est non plus une question de salaire. J'ai l'impression que souvent, ce qu'on entend, c'est déborder, trop d'élèves dans les classes, trop de patients à s'occuper, trop, là, tu sais. Puis ça Ben, prend- c'est difficile. Ma Ouais. mère était enseignante dans des milieux défavorisés. Puis c'est extrêmement difficile. Pour ça que faut le dire, là, ces gens-là font un travail remarquable. Ouais. Puis on a besoin d'eux, puis on les apprécie. Mais j'imagine que une des pistes pour que ça devienne justement moins difficile, c'est d'avoir plus de monde. J'imagine. Mhm. C'est sûr. Tu sais, s'il y a plus de monde, t'as plus de les ressources, ratios, là, c'est sûr ça. qu'une classe de 25 et Ouais. une classe de 37, c'est pas la même chose. Complètement différent. Exact. mais ouais. Puis 16 patients versus 8 patients, Oui. pas la même chose non plus. Puis 3 élèves en difficulté ou 5, tu sais, Ouais. le temps est limité, il y a une contrainte. Ouais, Mhm. ouais. Quelque chose que je me demande, moi, tu sais, avec juste dans ma vie à moi, tu sais, on a vu passer des gouvernements là, au Québec, là, plein de différents, avec des projets différents, puis des directions différentes, puis tout le temps l'impression qu'on recommence tout le temps. À chaque fois que un nouveau gouvernement est élu, on a l'impression qu'on recommence un projet, tu sais, qu'on recommence une vision à long terme. Puis on parlait tout à l'heure d'économie à long terme, tu sais, puis j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste que je suis mal informé à ce sujet-là, mais j'ai l'impression que on voit pas plus loin que par bloc de 4 ans, tu sais, puis qu'on a de la misère à travailler sur une idée qui pourrait... Tu sais, là, on parle du vieillissement de la population, mais le vieillissement de la population, là, c'est la chose la plus facile à prédire au monde entier, là, tu sais. Puis là, on est comme, mais là, vieillissement de la population, problème de main-d'œuvre, ben, OK, mais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des mesures déjà? Pourquoi on n'était pas prêt à ce que ça arrive? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, tu sais, déjà tout ça? Puis, je veux juste savoir, c'est quoi ta vision de ça? Parce que tu as l'air de quelqu'un qui a l'économie à long terme dans la tête, sauf que comment ça s'articule quand il y a un système où est-ce qu'il faut tout le temps revalider à chaque 4 ans, puis que ça change beaucoup selon la personne qui est à la tête d'un parti, ou que ça change selon, tu sais, toutes ces affaires-là. J'imagine, c'est dur de Puis que chaque parti dit toujours que ce que l'autre a fait avant c'était pas bon, puis on là, l'enlève. Ouais. on le refait, puis- D'abord, moi, j'essaie de pas être partisan. Mhm. Ouais. Moi, je suis là, puis je dis souvent, mon équipe, ils rigolent, puis ils me l'ont même écrit sur une tasse. là. Je parle souvent de l'intérêt supérieur du Québec. OK? Ben, C'est qu'il faut- parlons de ça, parce que c'est exactement ça que je veux Faut parler. faire les bonnes choses à long terme. Ouais. Puis tu sais, ce que tu parles, les vulnérabilités du Québec, là, pourquoi la première vague, elle a été plus dure au Québec qu'ailleurs? Ben, d'abord parce que notre population est plus vieille, Mhm. démographie. Deuxièmement, parce que nos infrastructures, nos CHSLD, n'étaient pas en bon état. Mhm. OK? Puis nos écoles, moins bonne ventilation, Ouais. les infrastructures, moins bonne ventilation. Parce que, tu sais, on pense les écoles, on dit, ils n'ont pas des belles cours d'école. Mais nos infrastructures sont vieillissantes, notre population est vieillissante. Mhm. Alors, si un gouvernement ou un parti qui aimerait être gouvernement promet d'investir en infrastructure, ça devrait être évident que c'est une bonne idée. Mhm. Parce que tu vois l'état des routes, tu vois que la ligne orange est pleine à l'heure de pointe, ou était, parce que je ne l'ai pas Maintenant, pris ouais. depuis que je suis ministre puis qu'on est en pandémie. Mais tu vois nos infrastructures, puis par exemple, il y a eu beaucoup moins de cas au CHUM, qui est un hôpital moderne, Un qu'à hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est un hôpital plus vétuste, et donc moins de capacité d'isoler les patients, tout ça. Fait que l'état de nos infrastructures, c'est important. Bon, puis là, la population vieillissante, ben, si un parti dit nous, on va investir dans les soins à domicile, tu devrais dire oui. Je pense que les gens préfèrent vieillir en maison qu'en institution. C'est des bonnes choses. Fait que je pense que comme citoyen, il faut s'informer, il faut voter, puis tous les partis ne sont pas pareils. Ouais. OK? Puis au fédéral,
là, je vais m'avancer, mais mon équipe me blâmera, c'est ça. Mais en fin de semaine, j'étais quelque part, puis les gens parlaient, puis ils disaient Justin Trudeau, je l'aime pas, fais ci, fais ça, fais ça. J'ai dit, moi, j'ai juste répondu, le problème, c'est pas Justin Trudeau, là. Le problème, c'est les alternatives. C'est beau de dire, j'aime pas le premier ministre, j'aime pas ce qu'il fait. OK. C'est quoi nos options? C'est quoi tes options? Fait que c'est important pour qui tu votes. Là, au municipal, là, c'est fantastique, là. Mme Plante, M. Coderre, nez à nez, ça veut dire que ton vote, là, il vaut quelque chose. Il faut vraiment que tu ailles voter, là. Ouais. Puis il faut que tu t'informes. Puis, tu sais, les gens, ils ont critiqué la piste de vélo Saint-Denis. Puis ça, c'est une autre affaire, OK? Les infrastructures, mais quand tu les rénoves, ça crée des inconvénients, puis des cônes oranges. Puis, ça peut pas être fait... mais là, nous, on s'occupe du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ouais. Mais quand tu es dans le fil pour traverser le tunnel le soir, tu n'es pas content. Tu sacres après le gouvernement qui s'occupe du tunnel. Ouais. Mais ce que je veux dire à Montréal, c'est que c'est serré. Ouais. Il y a 2 candidats. Vote compte. Allez voter, informez-vous, faites votre choix. Puis ça va. C'est 2 visions. C'est ça. On dirait... Je suis pas résident de Montréal. Essayez pas de savoir. Ouais, c'est ça, c'est ma prochaine question. On dirait que c'est difficile de... Je comprends. On dirait que j'ai jamais compris pourquoi les gouvernements changeaient autant que ça. Puis pourquoi est-ce que à amener c'est les libéraux, puis là le monde qui avait voté libéraux, mais là on vote la CAQ. Puis pourquoi c'est le Parti québécois à amener? Pourquoi, tu sais, j'ai jamais compris vraiment pourquoi est-ce que des votes changent, tu sais. Ben, d'abord, il y a l'usure. Okay? À un moment donné, les gens mettons, j'ai-tu un exemple? Stephen Harper, après 10 ans, là, est-ce que M. Trudeau il a gagné l'élection ou on s'est débarrassé de celui qu'on avait depuis 10 ans? Ouais. Les gens deviennent tannés. Fait qu'il faut faire attention. Les gouvernements changent, entre autres, parce que parce qu'il y a de l'usure. Mais on se tanne ou bien est-ce que c'est les promesses qui sont pas remplies ou est-ce qu'on sait... ou justement, est-ce que c'est qu'on laisse pas assez de temps à un gouvernement pour mettre en place un projet de longue haleine, tu sais? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est souvent ça. Souvent, justement, l'exemple là, du tunnel, là, tu sais, l'exemple du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ouais. Là, où est-ce que là, c'est OK, un gros projet d'infrastructure de refaire le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, puis là, c'est sous ce gouvernement-là, il y a du trafic, j'étais pas capable de sortir de chez nous, fait que là, change. Mais laisse pas le temps au projet de s'accomplir puis d'arriver vers la vision que le gouvernement avait de ce projet-là, mettons. Oui, mais mettons, moi, en 2018, je me suis promené à Boisbriand, Rosemère, Sainte-Thérèse. On a fait 3-4 000 portes. On a cogné, bonjour, je m'appelle Éric Girard, j'aimerais ça être élu. Puis les gens, ils me parlaient du trafic sur la 15. Mm-hmm. C'est vraiment lourd. C'est lourd, le trafic sur la 15. Bon. Puis là, moi, ma réponse à ça, c'est des voies réservées. Il n'y a personne dans la voie réservée. Ouais. La voie réservée, c'est soit que tu es en transport en commun, soit que tu es en voiture électrique, soit que tu es en covoiturage. Mm-hmm. Okay? Puis la voie réservée, on l'a de la 40, on l'a de Montréal jusqu'à la 440. Mais après, on ne l'a plus. Mm-hmm. Fait que moi, tu me dis que tu es tanné du trafic. On veut favoriser l'autopartage, le transport en commun. Là, fait que ça nous prend plus de voies réservées. Fait que nous, on s'est engagé à avoir des voies réservées sur la 15 Nord. Les voies réservées qui se terminaient à 440, t'es prolongé jusqu'à 640, t'es prolongé jusqu'à 50. Mais là, on le dit. Après ça, le dire, c'est bien. Tu dis, hey, il y a de la vision, ce gars-là. C'est ça. Là, est-ce qu'il le fait? Ouais. OK? Fait que là, on l'a annoncé. On va le faire. C'est en marche. Puis là, comme citoyen, je pense que c'est important que il y a ce qui est dit, puis il y a ce qui est fait. Ouais, fait que là, c'est comme il faut que tu juges. Mais livrer, c'est dur. C'est dur de faire des voies réservées sur la 15 parce que tu veux pas trop avoir d'impact sur le trafic existant. Mm-hmm. Si tu mets tes échafauds sur 3 voies, là, le monde ne sera pas content. Mm. Fait que là, il faut que tu gères ça. Est-ce qu'on peut travailler le soir, la fin de semaine? Est-ce qu'on peut travailler dans le terre-plein, pas affecter les voies? Fait que là, il y a toute une planification. Puis probablement que tu ne veux pas faire la 15 en même temps que la 13.
Puis, ben, c'est ça. Peut-être que c'est un manque de vision à long terme du projet de société, dans le fond. Là. C'est un manque de vision globale, en fait, parce que si quelque chose qui t'affecte personnellement, si les travaux t'affectent personnellement, puis ça te rallonge, t'arrête, c'est sûr que le big picture tu le vois pas, dans 5-10 ans, puis pour l'ensemble, ça fait que ça va être mieux. C'est toujours ça. Là. Ouais. Quand même. Tu as amené 2 objets, en fait, sur... on a parlé beaucoup d'un, puis là, on faudrait parler de l'autre, je pense. Ouais. Baseball, un grand fan de baseball. Ben, d'abord, moi, j'ai joué au baseball, il faut le dire. Puis, des fois, je dis ça, j'exagère, mais pas beaucoup. Je me souviens très bien qu'à tomber, je sais qu'aujourd'hui, les noms ont changé, puis c'est M11, puis etc. Mais moi, je jouais à tomber. Puis je me souviens très bien que j'étais le joueur, puis là, le mot, il ne faut pas dire ça, c'est pas gentil, le joueur le plus poche de mon équipe. On peut se le dire de nous-mêmes, je pense. J'étais vraiment pas bon. Ça l'a offensé tous les poches du monde. Tu mets ta mythe, là, puis il va. Puis ta casquette, tu sais, il met-tu une casquette, lui, là, pour se protéger ou... puis au bâton, tu sais, je frappais, je soignais. Bon, j'étais mauvais. Mais j'aimais ça. Ouais. Puis mon frère était bon, puis il s'est lancé avec moi, puis mon père était bon, puis il m'a aidé, puis j'ai fait un camp, puis finalement, j'ai joué Bantam Elite. OK. J'ai persévéré, j'ai eu du plaisir. C'est quand tu y mets les heures, puis moi, je jouais l'après-midi pour le plaisir, puis on jouait avec les filles, puis nos amis, là, puis on s'installait. Puis il y en a qui allaient à la piscine, puis on jouait au baseball, une coupe de manche à la piscine. Puis le soir, je jouais compétitif. Puis j'ai eu du plaisir. Fait que tu jouais en masse. Ouais. Puis j'ai appris mon anglais en écoutant les Red Sox. Puis quand je voyage dans le monde, quand je vais aux États-Unis, tu sais, si on va à San Diego, ben il y en a qui veulent visiter des porte-avions. On le visite, mais on va au baseball. On va voir les matchs de baseball. Puis en 2012, je suis allé voir un match de la Série mondiale. Puis c'était quand tu suis le baseball depuis 1972. J'ai attendu 2012 pour aller voir la Série mondiale. Puis c'était super le fun. Puis je me rappellerai, c'était une série de 4 matchs. Puis le premier, je suis arrivé le soir du premier match. Et c'est pas le match que j'allais voir, mais j'allais voir le deuxième le lendemain. Mais je suis arrivé à l'hôtel, puis il y avait un pianiste avec une casquette des Giants. Puis il jouait, là, toi, t'es musicien, là, je sais pas quel ritournelle il jouait, là, mais c'était endiablé. Okay. Puis tout le monde hurlait dans le bar, puis c'était « Let's go Giants ». Puis le lendemain, je suis allé voir un match. Les Giants ont gagné 2-0, puis c'était un match de la Série mondiale. Puis, ça doit être incroyable. Ouais. Puis il y avait Tim Lincecum qui avait les cheveux longs. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur de baseball. Vous regarderez la coupe Tim Lincecum. Okay. Moi, j'ai perdu des cheveux. J'aimerais ça avoir la coupe Tim Lincecum. Super lanceur. Ouais. Puis tout le monde à San Francisco avait la coupe Tim Lincecum. Puis moi, j'ai fait du sport. Mes enfants ont fait du sport. Ma fille a joué au hockey. Mon garçon a joué au hockey. Puis là, le match fini, je m'en vais à l'aéroport à San Francisco. Et j'ai un vol à 1h du matin. J'atterris à Québec à 7h le matin, tout poqué. Mon père me ramasse à l'aéroport. On s'en va au Mont-Saint-Anne, on s'en va voir mon fils jouer. Au hockey, 2-3 matchs. Puis, en 24 heures, j'étais à San Francisco, là, mon fils joue, c'est le fun. Le sport, moi, je vois ça comme un jeu. Mais je suis compétitif, un jeu que je veux gagner. Mais moi, j'ai du plaisir quand je fais du sport. En fin de semaine, je suis allé courir, mais je suis compétitif. Je vais courir avec ma montre, puis je check mon temps. Puis la semaine d'après, je fais le même parcours, puis j'essaie de le faire un peu plus vite. Qu'est-ce que ça t'amène dans ton quotidien? Le sport, dans ton travail, ça te permet-tu de... Parce qu'ici, au Sans Filtre, on est des sportifs dans l'âme, puis on est des grands défendeurs du sport comme étant une façon de garder ta vie balancée puis de mieux gérer la vie professionnelle puis la vie familiale puis tout ça. Là. Est-ce que c'est une balance, le sport, pour toi? Qu'est-ce que ça? Oui, parce que comme moi, je fais du service public, puis une des choses qui n'est pas facile en politique, c'est que tu ne contrôles pas ton horaire. Ouais.
comme la personne la plus importante dans l'équipe, c'est la directrice de l'agenda, là, parce qu'elle dit, là, à telle heure, tu t'en vas là, puis à telle heure, tu rencontres telle personne, puis là, ces journées-là, tu es à Québec, puis ces journées-là, tu es à Trois-Rivières. Bon. Le sport, c'est le moment où tu peux être un égoïste heureux. C'est du temps pour toi. Quand je vais courir, c'est pour moi. Quand je joue au tennis, c'est par plaisir. Quand je vais à la patinoire, là, d'abord, à la patinoire extérieure, je suis le seul gars qui a un casque. Je vous recommande de porter le casque, mais à date, j'ai pas beaucoup d'influence. Personne qui porte des casques au patinoire extérieur. Non, puis j'ai 30 ans de plus que le joueur moyen. Les gars, ils me disent pas grand-papa, là, mais ils me regardent. Là, des fois, ils sont gentils, ils me font des passes. Des fois, j'ai la rondelle. Puis moi, puis il y en a, il fait moins 22, puis je joue en T-shirt. Là. Clairement, il y a des gars qui ont des poussées d'hormones plus fortes que les miennes. Ça joue en T-shirt à moins 22 dehors, mais c'est le fun. Ouais. C'est un jeu, j'ai du plaisir. C'est juste que faut que je sois conscient que je suis ministre des Finances, puis il faut pas que je fasse une commotion à la patinoire. Là. Idéalement. Puis j'ai pas besoin d'une rondelle dans le visage. Puis des fois, à la patinoire extérieure, il y en a qui patinent. Tu sois prudent. Là, mais le sport, c'est le plaisir, c'est du temps pour toi. Mes meilleurs amis, c'est mes chums de tennis. Si le gouvernement était une équipe de hockey, mettons, là, le ministre des Finances... Ça les Nordiques de Québec? Mais... Genre. Oui. Okay. Le ministre des Finances, c'est quelle position dans l'équipe, mettons? Moi, au hockey, j'étais un compteur. Okay? C'est-à-dire que... Parce qu'après avoir été goaler moyen... je suis devenu joueur, puis ma spécialité, c'était de compter des buts. Une fois que tu as vu que Patrick Roy avait un petit peu plus de talent comme goaler que toi, tu étais genre plus que moi. Je suis dans son livre. Hein. Tu regardes ça? Dans son livre, il y a une photo, l'école de hockey de Sainte-Foy. T'as Patrick, là, qui a toute sa carrure, puis que tu vois que c'est un pro. Là. Puis à côté, t'as un gars avec des petites pads. Là, c'est moi. Okay. Puis je l'ai vu une fois au centre d'achat. Je dis, hey Patrick, merci d'avoir mis ma photo dans ton livre. Il me regarde. C'est qui, lui? Je magasine. Mais il faut dire que c'est le 24 décembre à 5h30. Là, on magasine. Tout le monde était... il avait l'air pressé. Il avait l'air en retard. Il avait peut-être 4h30, je pense, ça fait 5h. À Place Sainte-Foy. La question, c'était quoi? La question, c'est dans un gouvernement, c'est quelle position le ministre des Finances? C'est-tu le goaler ou c'est le marqueur? Ou non, au hockey, j'étais un marqueur. Au baseball, j'étais un joueur de champ. Mais le gouvernement, c'est sûr que c'est une équipe. Il faut que tous les joueurs de l'équipe travaillent vers un but commun. Dans notre cas, c'est fermer l'écart de richesse avec la moyenne canadienne ou l'Ontario, puis livrer des services de qualité aux citoyens. Lutter contre le réchauffement climatique. Fait que nos objectifs sont clairs. Fait que l'équipe, tous les éléments... Moi, là, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens disent « Wow, Lionel Carman est vraiment rendu bon. » là, parce que Lionel Carman, c'est le ministre des Services sociaux. Fait que si les gens apprécient Lionel Carman, c'est parce que non seulement il s'est amélioré personnellement, mais c'est parce que ce qu'il fait sur le terrain, là, c'est un neurologue spécialiste du développement de l'enfance. Donc, s'il y a une personne qui est équipée pour faire une différence... Fait que moi, je peux dire, je donne 100 millions pour la santé mentale. Mais moi, je suis pas capable de livrer ça. C'est le passeur, dans le fond. Tu fais la passe à la palette. C'est le passeur. C'est le Sidney Crosby. Ce serait comment je pourrais dire? Non, c'est le vice-président qui s'occupe des contrats. Là. T'assures que le cadre financier, qu'on respecte le plafond salarial. C'est le gars qui s'assure qu'on respecte le plafon salarial. C'est bon, ça. Dernière question avant de terminer ça. On-tu déjà fait 2 heures? On n'a pas fait... On approche. Là. On peut continuer. Je suis content. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le Canadien de Montréal? Là? Comment qu'on sort de ça? Ben... Parce que... Non, mais... Je vais te dire un secret. Non, mais parce que ça va pas bien, là. Ça va pas bien. L'année passée, il y a eu une anomalie qui fait qu'on a évité qu'on s'est fermé les yeux sur un changement. Okay. Comme un peu la COVID, là. Okay. Ça allait dans une trajectoire. Il y a une affaire qui s'est passée que là, on... D'abord, je pense qu'il faut faire confiance aux gens qui sont en place, là. Ducharme, Bergevin, France-Margaret Bélanger, ces gens-là, là. C'est eux autres là, qui vont... Puis les joueurs, tout ça. Mais moi, je viens de Québec.
Mhm. J'aime les joueurs francophones. Moi, mon gardien favori, c'est Jonathan Bernier. Pas parce que c'est le meilleur, parce que je suis sa carrière depuis longtemps. Je veux qu'il fasse bien. Hier, je voulais que les Canadiens gagnent pour Samuel Montembeault. Parce que le gars, il a 25 ans. Il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale, mais c'est un bon goaler. Un bon goaler québécois. Hier, là, j'aurais aimé ça que les Canadiens gagnent pour Samuel Montembeault. Puis je suis content cette année qu'on a plus de Québécois. Perrault, Drouin qui est revenu. Savard. Fait que, mais c'est une transition. C'est dur de perdre Weber Price. Mais on n'avait pas prévu perdre Price. Fait que, écoute, moi, je fais confiance aux gens qui sont en place. Puis j'espère que les gens font confiance aux gens qui sont en place au gouvernement. Et puis moi, à chaque jour, je me lève, puis c'est l'intérêt supérieur du Québec. J'essaie de prendre les meilleures décisions à long terme pour l'ensemble des Québécois. Merci beaucoup Belle de conclusion. nous C'est un plaisir. avoir accordé ce temps-là. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Ouais, 3 piastres par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur Tu les veux autres. toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. C'est encore moins de filtres, il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.